Je m'appelle Yvonne Moreau. J'ai 68 ans. J'ai été une épouse, une mère, la discrète colonne vertébrale d'un héritage très bruyant. Autrefois, je gérais les finances de l'entreprise de mon défunt mari, avant qu'elle ne devienne un empire de plusieurs milliards d'euros portant le nom de mon fils sur chaque bâtiment. Mais rien de tout cela n'a eu d'importance au moment où mon fils s'est penché vers moi et a murmuré « Va dire bonjour au requin ». Puis il m'a poussé, et je suis tombée à la renverse du yacht dans l'Atlantique. Sa femme se tenait derrière lui, toujours silencieuse, souriante. Ils n'ont pas crié à l'aide. Ils n'ont pas lancé de corde. Ils ont regardé. Et moi, j'ai coulé. L'eau ne ressemblait pas à de l'eau. Elle avait le goût de la trahison. Froide, épaisse, lourde. J'ai ouvert les yeux alors que des bulles se frayaient un chemin devant mon visage. L'océan s'est brouillé avec mes souvenirs et soudain, je ne me noyais plus. J'étais de retour au bord d'un petit lac dans le Morvan. Étienne avait 6 ans. Ses jambes tremblaient au bout du plongeoir. « Maman, j'ai peur », avait-il dit. J'ai souri. J'ai tendu les bras depuis l'eau et j'ai promis. Je te rattraperai. Je suis toujours là. Il a sauté. Je l'ai rattrapé. Maintenant, c'est lui qui m'a poussé et il n'y avait personne pour me rattraper. Il m'avait dit que c'était un cadeau d'anniversaire, une croisière familiale privée pour célébrer ma vie. C'était l'idée d'Étienne. Il m'avait appelé lui-même. Pas d'assistant, pas de formalité, juste sa voix. Chaude, familière et trompeuse. « Maman, nous n'avons pas passé de temps ensemble depuis la mort de papa, » avait-il dit. « Cassandre et moi voulons te rendre hommage. Juste nous trois, comme la famille d'avant. » J'aurais dû me méfier au moment où Cassandre m'a serré dans ses bras sur le quai. Trop fort, trop doucement. Le champagne, la musique choisie avec soin, la façon dont il posait des questions sur les documents de la fiducie, tout était mis en scène. Même la façon dont Étienne a rempli mon verre 3 fois avant midi, et j'ai bu parce qu'une partie de moi espérait encore. Une partie de moi croyait que le pire qui pouvait arriver était déjà arrivé. Perdre Raymond. Il s'est avéré que j'avais tort. Le pire arrive quand ceux qui sont encore en vie décident que vous valez plus morte que vivante. J'ai refait surface une fois, haletante, avant que l'océan ne m'avale à nouveau. Mon corps s'est tordu, tiré vers le bas par le poids d'une robe en lin choisie pour une célébration. La couleur bleu marine. La préférée de Raymond. Il disait que cette couleur donnait à mes yeux l'aspect d'un clair de lune sur l'eau. Je me souviens avoir pensé, alors c'est comme ça que ça se termine. Pas avec l'âge. Pas avec la maladie, mais avec un mensonge enveloppé dans un yacht et un fils qui ne vous voit plus comme un être humain. Mais voilà le problème. Je ne suis pas morte. Personne ne parle de ce qui se passe quand les gens qui essaient de vous tuer pensent avoir réussi. Il y a un pouvoir étrange là-dedans. Une sorte de quiétude. Vous êtes libre. Libre de choisir la suite. Le temps qu'ils rentrent chez eux, dans ma maison, auprès de mon argent, avec mon nom, j'étais déjà là, assise dans le vieux fauteuil de Raymond, vivante, sèche, et tenant quelque chose auquel il ne s'attendait pas. Pas une arme, pas une menace, juste la vérité et la preuve. Le genre de preuve qui ne crie pas, elle murmure. Exactement comme Étienne l'avait fait juste avant de me jeter à la mer. Je me suis sentie flotter dans un entre-deux, un purgatoire salé où le temps n'avait plus de prise. Le froid était une chose vivante, il s'insinuait dans mes os, non pas pour me tuer, mais pour me préserver, me figer dans cet instant de trahison absolue. L'image de leur visage impassible est devenue une fresque gravée derrière mes paupières. Étienne, dont le regard fuyait déjà vers l'horizon comme si j'étais déjà une simple ondulation sur l'eau. Cassandre, avec ce sourire figé, le sourire d'une prédatrice qui vient de mettre à terre sa proie. Ce n'était pas de la haine que je lisais sur son visage, mais quelque chose de bien pire, de l'indifférence calculée, une case cochée sur une liste de choses à faire. La robe que je portais, cette fameuse robe bleu marine, s'est transformée en linceul, ses pans s'enroulant autour de mes jambes, m'entraînant vers les abysses avec la tendresse d'un amant cruel. J'ai cessé de me débattre. L'instinct de survie est une chose curieuse. Parfois, il se manifeste non pas par la lutte, mais par l'abandon. Je me suis laissé couler, et dans cette descente, une clarté étrange m'a envahi. Ils ne m'avaient pas seulement jeté par-dessus bord. Ils avaient jeté des années de souvenirs, de sacrifices, d'amour inconditionnel. Ils avaient jeté la femme qui avait vendu l'alliance de son mariage pour payer les études de son fils, la femme qui avait veillé des nuits entières à son chevet, la femme qui avait cru, jusqu'à la dernière seconde, que le lien du sang était incassable. Je me suis trompée. Ce n'était pas le lien du sang qui comptait pour eux, mais le lien des chiffres sur un relevé bancaire.
C'est à ce moment-là, dans le silence assourdissant des profondeurs, que quelque chose a changé. Une étincelle. Pas de colère, pas encore. Mais une résolution. Une promesse silencieuse faite à moi-même. Si je survivais, ce ne serait pas pour me venger. Ce serait pour me souvenir. Pour me souvenir de qui j'étais avant de devenir une simple signature au bas d'un document, avant de devenir un obstacle sur leur chemin. Je me souviendrai d'Yvonne. Et ils allaient apprendre à la connaître. Quand j'ai rouvert les yeux, tout était beige. Les murs, les rideaux, même la vapeur qui s'échappait d'une tasse de thé ébréchée à côté de ma main. Je ne reconnaissais pas le plafond. Il s'affaissait légèrement dans les coins. Dégâts des eaux, peut-être. Il y avait un tic-tac doux, régulier, comme un battement de cœur en bois. Une horloge murale, vieille, fiable, et la seule chose qui parlait. J'ai essayé de m'asseoir. Mon corps a gémi comme si j'avais vieilli de 10 ans en une nuit. L'odeur de gingembre et de sel s'accrochait encore à moi. Le sel de la mer, le gingembre du thé. Puis j'ai entendu le bruit d'une chaise qui racle. Un homme, ni jeune, ni frêle, se tenait près de la fenêtre, versant de l'eau chaude dans une bouilloire. Il n'a pas bronché quand j'ai bougé. Il n'a posé aucune question, s'est juste retourné, a fait un bref signe de tête et a dit « Le sucre est sur la table. Si vous le prenez sucré. » Je n'ai pas répondu, non pas que je ne le pouvais pas, mais parce que je ne savais pas quelle voix sortirait si j'essayais. Alors, j'ai hoché la tête. Il a posé la tasse devant moi. La porcelaine était dépareillée. Une soucoupe bleue sous une tasse à bord vert. Cela m'a rappelé mon premier appartement après l'université. Rien n'allait ensemble, mais tout avait une histoire. L'homme s'est assis en face de moi. Ses mains, veinées et burinées par le soleil, berçaient sa propre tasse comme par habitude. Il ne parlait toujours pas. Il me regardait simplement. Pas comme si j'étais un mystère, pas comme si j'étais fragile, mais comme si j'étais réel, comme si j'existais ici et maintenant, trempé jusqu'aux os et respirant à peine. Et c'était suffisant. Quelques minutes ont passé, ou peut-être plus. Le temps s'écoule différemment quand on essaie de ne pas s'effondrer. J'ai finalement murmuré. C'est vous qui m'avez sorti de l'eau. Il n'a pas scié. Je vous ai trouvé agrippé à une bouée de sauvetage à un demi-mille au large. Les mouettes faisaient plus de bruit que vous. Une pause, puis, je n'étais pas sûr que vous respiriez encore. J'ai hoché la tête lentement. Un autre silence. Confortable, intolérable. Je m'appelle Michel, a-t-il dit finalement. Michel Fournier. Je vis sur cette côte depuis 32 ans. Ma femme est décédée il y a 6 ans. J'ai un chien nommé Saxo qui n'écoute que quand ça lui chante. Vous avez faim? J'ai cligné des yeux. Cet homme m'avait sauvé de la noyade, m'avait accueilli chez lui, avait séché mes vêtements, et tout ce qu'il m'offrait était du thé et du pain grillé. Pas de questions, pas de jugement, pas d'exigence. J'ai baissé les yeux sur la tasse dans ma main. Je suis Yvonne, ai-je dit doucement. Pas de nom de famille, pas de titre, juste Yvonne. Et pour la première fois depuis des décennies, cela semblait suffisant. Il s'est levé. La cuisine est par là si vous voulez vous réchauffer. Il y a une serviette sur le radiateur. Ne vous pressez pas. Certaines personnes ont besoin de temps pour se retrouver. Puis il a quitté la pièce, comme ça. Sans curiosité, sans incrédulité, seulement du calme. Je suis restée assise, regardant la vapeur s'échapper de la bouilloire comme un ruban de souffle. C'était étrange. J'avais passé toute ma vie entourée de richesses, de maisons avec des lumières à commande vocale, d'assistants qui bourdonnaient avec une fausse urgence, de verres qui se remplissaient d'un signe de tête. Mais rien de tout cela ne m'avait jamais donné le sentiment d'être soutenu. Dans cette cuisine beige avec ses tasses dépareillées et son silence épais comme de la laine, je me sentais plus en sécurité que je ne l'avais été depuis des années. Dehors, les vagues chuchotaient contre le rivage comme un souvenir que je ne pouvais pas tout à fait atteindre. À l'intérieur, le seul son était celui de l'horloge. Tic, tac, tic. J'ai alors réalisé que tous les sauvetages ne sont pas bruyants. Certains viennent avec du thé, du silence et aucune attente. Et pour l'instant, c'était amplement suffisant. L'odeur du bois ancien et du sel imprégnait chaque recoin de la petite maison, une odeur de stabilité et de temps qui passe. Michel n'avait pas menti, ses vêtements étaient là, soigneusement pliés sur le radiateur encore tiède. Une vieille chemise de bûcheron en flanelle et un pantalon en velours côtelé. En les enfilant, je me suis sentie à la fois protégée et incroyablement vulnérable, comme si j'endossais la vie simple et honnête d'un autre pour échapper à la mienne,
si complexe et mensongère. Je suis retournée dans le petit salon. Michel était assis dans un fauteuil usé, un livre sur les genoux, mais il ne lisait pas. Ses yeux étaient fixés sur le feu qui crépitait dans la cheminée. Il semblait appartenir à ce décor autant que les pierres noircies du foyer. Il a levé les yeux vers moi, un regard qui ne jugeait pas, qui ne questionnait pas. Il a simplement hoché la tête, comme pour approuver ce nouveau personnage que j'étais devenue. Une naufragée dans des vêtements d'emprunt. « Ça vous va mieux qu'à moi », a-t-il dit avec une pointe d'humour sec. C'était la première fois que j'entendais une note de légèreté dans sa voix. J'ai esquissé un sourire, le premier vrai sourire depuis, je ne savais plus quand. Je me suis assise sur le petit canapé en face de lui, attirée par la chaleur du feu. Le silence est revenu, mais il était différent maintenant. Il n'était plus seulement l'absence de bruit, mais une présence, un espace où je pouvais simplement exister, sans avoir à jouer un rôle, sans avoir à me justifier. « Vous n'avez pas à parler », a-t-il dit soudain, comme s'il lisait dans mes pensées. Parfois, les mots ne font qu'embrouiller les choses. La mère, elle, ne ment jamais. Elle prend ce qu'elle veut, et parfois, elle rend ce qu'on croyait perdu. Ses paroles étaient simples, mais elles résonnaient avec une profondeur inattendue. Il comprenait, sans savoir. Il comprenait la perte, la solitude, et cette étrange seconde chance que la vie vous offre parfois quand vous vous y attendez le moins. Le lendemain matin, j'étais assise seule à la table de la cuisine de Michel, enveloppée dans une de ses vieilles chemises en flanelle et un pantalon en velours côtelé qui, selon lui, avait connu des décennies meilleures. Mes doigts tremblaient légèrement en soulevant la télécommande. La télévision s'est allumée. Une présentatrice du journal local, jeune et impeccable, est apparue à l'écran. « En dernière minute ce matin », dit-elle avec une tristesse de circonstance, la philanthrope locale et veuve Yvonne Moreau est présumée morte après un tragique accident de bateau au large de la côte bretonne. Les efforts de recherche et de sauvetage ont été interrompus après une fenêtre de 24 heures sans aucun signe de vie. Mon nom, mon visage, ma mort. C'était comme assister aux funérailles de quelqu'un d'autre alors que votre propre cœur battait encore. Une photo est apparue. Moi, dans une robe bleu marine, des perles au cou, les yeux trop fatigués derrière le sourire. Elle avait été prise lors d'un gala de charité auquel Étienne m'avait supplié d'assister pour les apparences. Je me souviens m'être senti invisible ce soir-là, même si tout le monde me regardait. Ensuite, un clip vidéo. Étienne se tenait devant une rangée de microphones, le vent ébouriffant ses cheveux juste assez pour lui donner un air sympathique, voire cinématographique. Ma mère était une femme complexe, commença-t-il. Mais elle aimait farouchement, même quand ce n'était pas facile. Nous avions nos différends, mais elle était toujours ma mère. Il marqua une pause, baissant la tête comme un acteur entraîné. Elle a tout donné à notre famille et j'aurais aimé lui dire merci plus souvent. J'ai failli rire, mais ma gorge était trop sèche. Puis vint Cassandre, debout à côté de lui, la voix se brisant au bon moment. Elle était comme une seconde mère pour moi, dit-elle en s'épongeant les yeux avec un mouchoir en soie qui coûtait probablement plus cher que toute la cuisine de Michel. Nous allions donner son nom à notre fille. Leur fille. Leur fille qui n'existe pas. Il m'avait dit qu'ils n'étaient pas prêts pour les enfants. Trop occupés à construire leur avenir. Mais maintenant, soudainement, j'étais la matriarche honorée. La télévision a diffusé une musique douce et sentimentale sur un montage de ma vie. Mariage, collecte de fonds, souriant à côté d'Étienne enfant. Aucune mention de l'entreprise que j'avais bâtie, des bourses d'études que j'avais créées, des nuits où j'étais restée éveillée pour soigner mon mari mourant pendant qu'Étienne faisait la fête à l'université. Juste un piano doux et des images d'archives comme si j'étais un chapitre déjà clos. J'ai baissé le volume, pas complètement, juste assez pour pouvoir encore entendre leurs mensonges. J'ai regardé un journaliste interviewer une ancienne voisine. Elle était discrète, vous savez, elle restait dans son coin. Une vraie grande dame. C'est dommage. Dommage. Oui, c'est le mot, n'est-ce pas? Non pas pour ma perte, mais pour le dérangement que cela causait. Pour la façon dont j'avais disparu sans tout leur céder d'abord. Ils me croyaient partie, morte. Une autre histoire tragique de mer avalée par la marée. Et une partie de moi voulait que ça reste. Ainsi, car si j'étais morte, j'étais enfin libérée d'être leur portefeuille, leur plan de secours, leur fardeau. Mais une autre partie de moi s'est réveillée. La partie qui se souvenait de qui j'étais. Avant les dîners où personne ne demandait comment j'allais. Avant la maison qui résonnait d'absence. Avant que Cassandre ne sourie pendant que je cédais des actions et qu'Étienne appelle ça « rationaliser l'héritage ».
J'ai fixé l'écran, la femme aux perles. Elle avait l'air fatiguée. Elle avait l'air effacée. Et à ce moment-là, j'ai réalisé qu'il n'avait pas seulement essayé de me tuer sur ce yacht. Il m'effaçait depuis des années, lentement, soigneusement, à chaque faux sourire. Et chaque fois qu'il me disait que j'étais trop émotive ou que je ne comprenais pas la situation dans son ensemble, et maintenant ils avaient enfin réussi, il m'avait déclaré disparu. Mais j'étais là, respirant, regardant, et il me restait juste assez de force pour décider de la suite. J'ai éteint la télévision. Le silence dans la cuisine de Michel ressemblait moins à un vide qu'à une page blanche. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je suis restée assise, laissant le silence m'envelopper comme une armure. Qu'ils pensent que je me suis noyée. Qu'ils me pleurent avec des larmes de crocodile et répètent leurs discours. Ils étaient sur le point de découvrir ce qui arrive quand une femme revient d'entre les morts, surtout une qu'ils n'auraient jamais dû pousser par-dessus bord. La nausée qui m'a envahie n'était pas due à l'eau de mer que j'avais avalée, mais au venin de leurs paroles. Chaque mot était un mensonge parfaitement ciselé, chaque larme une performance digne d'un Oscar. Ils ne pleuraient pas ma mort, ils célébraient leur victoire, déguisés en deuil public. Ils construisaient déjà ma légende, une version édulcorée et inoffensive de moi-même, une sainte matriarche qui avait commodément disparu au moment opportun. Le montage de ma vie était la touche finale de cette profanation. Des photos soigneusement choisies, expurgées de toute trace de mon intelligence, de ma force, de mon rôle actif dans la construction de cet empire qu'il s'appropriait désormais. J'étais réduite à une épouse souriante, une mère dévouée, une figure décorative. Mon travail, mes ambitions, mon expertise financière. Tout cela avait été balayé, effacé, comme si cela n'avait jamais existé. Ils ne se contentaient pas de me tuer. Ils réécrivaient mon histoire pour qu'elle corresponde à leur récit. C'est peut-être ça qui m'a le plus blessé. Pas la poussée, pas la chute, mais cet effacement délibéré de mon identité. Michel est entré doucement dans la cuisine, portant une tasse de café fumant. Il n'a rien dit sur ce qu'il a dû voir sur mon visage. Il a simplement posé la tasse devant moi et a dit « Le café aide à éclaircir les idées ». Je l'ai regardé, mes yeux brûlants de larmes que je refusais de verser. « Il pense que je suis partie », ai-je murmuré. Il a hoché la tête, son regard fixé sur la mer par la fenêtre. Parfois, c'est quand les gens vous croient partis que vous pouvez enfin voir clairement où vous devez aller. Cet après-midi-là, je me suis retrouvée à contempler la mer depuis la terrasse arrière de Michel. Les vagues roulaient comme de doux soupirs fatigués. Dans leur rythme, les souvenirs affluaient. Raymond, il disait que la mer ressemblait à la respiration du temps. Je n'avais jamais vraiment compris cela jusqu'à maintenant. C'était le printemps quand il est mort. Les tulipes venaient de percer la terre dans notre jardin, têtues et vives, ignorant que la mort rôdait à notre porte. Il est décédé un mardi matin tranquille, en me tenant la main, après 3 ans de lutte contre le cancer. Dans son dernier souffle, il s'est excusé, non pas de mourir, mais de me laisser seule pour porter le poids de tout. Je l'ai enterré dans le costume de notre mariage. Et j'ai gardé son alliance sur une chaîne autour de mon cou pendant des mois. Puis est arrivée la lettre de HEC Paris. Étienne avait été accepté. Il était si fier. Il a dévalé les escaliers en agitant l'enveloppe, sa voix se brisant d'excitation. « Maman, regarde !» a-t-il crié, rayonnant. J'ai souri et je l'ai serré dans mes bras. Mais j'ai senti les prémices de la peur s'insinuer en moi. Les frais de scolarité, le logement, les livres, les billets de train. Nous n'avions pas les moyens. L'entreprise que Raymond et moi avions bâtie avait ralenti. Les clients étaient partis après son décès. Je tenais le coup par le plus fin des fils, prétendant que tout allait bien. Ce soir-là, je suis allée dans notre chambre. J'ai ouvert le tiroir où je gardais les quelques bijoux que je possédais. Des choses avec des histoires, des choses avec une âme. Et là, il y avait mon alliance, un anneau en or, un petit diamant, modeste à tous égards, mais pour moi, elle contenait tout, chaque promesse, chaque souvenir. Chaque moment silencieux que Raymond et moi avions partagé à minuit quand Étienne était bébé et que l'argent était rare, mais notre foi était forte. Je me souviens l'avoir tenu dans ma paume, sentant le poids, non pas de l'or, mais de l'histoire. J'ai conduit jusqu'à un prêteur sur gage à 2 villes de là. Je ne voulais pas que quelqu'un de notre quartier me reconnaisse. L'homme derrière le comptoir l'a examinée, a dit qu'elle ne valait pas grand-chose. Ce n'est pas ce qu'elle vaut qui compte, lui ai-je dit. C'est ce qu'elle permettra de faire. Il m'a donné juste assez pour couvrir les frais du premier semestre d'Étienne. J'ai plié les billets soigneusement et les ai glissés entre les pages de sa lettre d'acceptation.
Ce soir-là, au dîner, je lui ai tendu l'enveloppe. Il l'a ouverte. Maman, d'où vient cet argent? J'ai haussé les épaules en m'essuyant les mains sur un torchon. J'ai trouvé une solution. Il m'a serré fort dans ses bras, m'a appelé son miracle. Et je me souviens lui avoir dit, ma voix stable, mes yeux fixés sur les siens. Étienne, je n'ai pas fait ça parce que tu l'as demandé. Tu ne l'as pas fait. Je l'ai fait parce que je crois en toi, et j'ai confiance que tu n'oublieras jamais d'où tu viens. Il a promis. Il m'a regardé dans les yeux et a promis. Mais le temps a une façon de tester les promesses faites dans la jeunesse, surtout celles faites dans le confort, pas dans la crise. Et me voilà, des années plus tard, déclarée morte par le fils même pour qui j'avais vendu mon alliance pour l'envoyer à HEC. L'ironie était amère. Non pas parce que je voulais récupérer l'argent, mais parce qu'il avait oublié le coup. Les gens pensent que le sacrifice se résume au grand geste. Ce n'est pas le cas. Il s'agit des choix silencieux faits dans des cuisines vides quand personne ne regarde. Il s'agit de laisser partir le seul morceau tangible d'un homme que vous avez aimé pour que votre enfant puisse avoir un avenir. Cette bague avait été mon encre, et je l'ai abandonnée volontairement. Mais ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que parfois, quand on donne tout, on leur apprend à tout prendre. Je ne regrette pas de l'avoir vendue. Jamais. Ce que je regrette, c'est d'avoir cru que le sacrifice garantit la mémoire. Car maintenant, assise sur cette terrasse usée par le temps, dans des vêtements qui ne sont pas les miens, le monde me croyant disparu, tout ce que je pouvais ressentir, c'était à quel point il s'était éloigné, et à quel point il se souvenait peu de la femme qui, un jour, n'avait que la foi dans ses poings et avait quand même choisi de lâcher prise. Le bruit des vagues était un métronome constant, marquant le passage d'un temps qui semblait à la fois s'être arrêté et s'accélérer. Chaque vague qui se brisait sur le sable me rappelait la promesse brisée d'Étienne. Une promesse murmurée dans l'enthousiasme de la jeunesse, mais oubliée dans l'arrogance du succès. Ce n'était pas seulement la bague qu'il avait oubliée, c'était le principe même du don. Il avait pris ce sacrifice et l'avait transformé en un dû, une première marche sur l'échelle de son ambition. Il avait oublié les nuits d'inquiétude, les repas sautés, les factures payées en retard pour que ses livres soient achetés à temps. Il avait oublié que son empire était construit sur les fondations d'un amour qui n'avait jamais compté le coup. Assise là, je réalisais que la plus grande trahison n'était pas de m'avoir poussé dans l'océan, mais de m'avoir oublié bien avant. La noyade n'était que la conclusion logique d'un long processus d'effacement. Ils avaient commencé par effacer mes contributions, puis mes opinions, et enfin, mon existence même. La mer, dans sa fureur, m'avait paradoxalement sauvé. Elle m'avait arraché à cette lente agonie pour me confronter à une vérité brutale, mais libératrice. Mon sacrifice n'avait pas été vain. Il avait simplement été mal investi. Et maintenant, il était temps de réinvestir. Pas dans la vengeance, mais dans la reconstruction. Pas de leur héritage, mais du mien. La première fois que je suis passé devant la maison, c'était presque le crépuscule. Le ciel avait cette teinte lavande douce qui faisait de tout un tableau. Je suis resté sur le trottoir d'en face, caché dans l'ombre d'un platane. Je ne voulais pas être vu. Je n'étais même pas sûr de vouloir voir, mais je l'ai fait. La maison trônait au sommet de l'impasse comme une reine sur son trône, fraîchement peinte en blanc, avec de nouveaux aménagements paysagers à l'avant. Les lumières du porche brillaient d'un jaune doux. À l'intérieur, il faisait chaud. Je pouvais voir des mouvements à travers les grandes baies vitrées. Des ombres dansaient sur les rideaux. Des rires s'échappaient par la porte d'entrée légèrement entr'ouverte. Ce son m'a fait tressaillir. Cassandre s'était installée rapidement. Trop rapidement. Raymond et moi avions passé 20 ans à construire cette maison. Nous nous y étions investis corps et âme. Chaque brique avait été posée avec intention. Chaque pièce peinte avec amour. Maintenant, elle ressemblait à une salle d'exposition. Cassandre avait remplacé les hortensias que j'avais plantées par des buis sculptés. Le carillon que j'avais accroché au porche avait disparu, remplacé par une de ces cloches métalliques à la mode qui ne faisait aucun son sauf si le vent hurlait. Il y avait des enfants à l'intérieur. Pas les miens. Pas ceux d'Étienne non plus. Du moins, pas encore. Probablement des parents à elle en visite. L'un d'eux est passé en courant devant la fenêtre, portant une cape de super-héros égloussant. Cassandre le suivait, tenant un plateau de quelque chose de chaud. Elle était pieds nus, à l'aise. Étienne est entré dans la pièce quelques secondes plus tard, un verre de vin à la main, souriant. Il avait l'air installé. Il lui a embrassé la joue. Elle a ri. C'était le rire que j'entendais dans les publicités, le genre qui semble scénarisé.
Je suis resté là, agrippant la lanière de mon sac à main comme si cela pouvait m'empêcher de disparaître complètement. C'était ma cuisine. Je me souviens avoir préparé la tarte tatin préférée de Raymond le dimanche. Toute la maison sentait la cannelle et le beurre. Étienne s'asseyait sur le comptoir, les jambes se balançant, attendant que la pâte dore. Il piquait des cuillerées de garniture quand il pensait que je ne le regardais pas. Je me souviens avoir réparé le papier peint dans le couloir après qu'Étienne l'ait raflé avec son volcan pour l'exposé de science. Je me souviens de la marque sur la rampe d'escalier où Raymond avait laissé tomber une caisse de livres. Les petites marques sur le cadre de la porte où nous mesurions la taille d'Étienne chaque année. Tout cela avait-il disparu maintenant? Repeint, remplacé, oublié. Je voulais crier, non pas de colère, mais de deuil. Parce que le deuil ne concerne pas toujours la mort. Parfois, il s'agit de regarder les vivants oubliés que vous avez un jour vécu là. J'ai marché lentement le long du trottoir, juste assez pour voir la porte d'entrée. Elle était bleue maintenant. Elle était rouge avant. Raymond l'avait peinte en rouge le jour de notre emménagement. Il disait que cela signifiait « bienvenue » dans une vieille tradition, que les portes rouges étaient pour les maisons au cœur ouvert. Maintenant, le cœur était fermé et la porte appartenait à quelqu'un d'autre. Je n'ai pas frappé. Bien sûr que non. Je suis restée là, silencieuse, un fantôme dans ma propre vie, regardant une famille se rassembler dans la maison pour laquelle j'avais tout donné. Une maison qui se souvenait de mes rires mais qui n'avait plus de place pour mon souffle. Je n'étais pas en colère contre Étienne. Je n'étais même pas en colère contre Cassandre. Pas à ce moment-là. J'étais juste détachée, comme un cerf-volant dont la ficelle avait été silencieusement coupée par le vent. Je me suis retournée pour partir, et ce faisant, une petite voix intérieure a murmuré quelque chose que je ne m'étais pas autorisée à dire jusqu'à ce moment. Ce n'est plus ta maison, Yvonne. Ce n'était pas cruel. C'était libérateur. Parce que peut-être, juste peut-être, la maison n'est pas un endroit où vos photos sont accrochées, mais où votre âme est encore vue. Et ce soir-là, debout devant cette maison illuminée sur la colline, j'ai réalisé que la mienne n'avait pas été vue depuis des années. Mon regard a balayé les fenêtres une dernière fois, non pas pour y chercher un signe, mais pour graver cette image dans ma mémoire comme la page finale d'un long chapitre. La chaleur qui émanait de l'intérieur n'était qu'une illusion, une façade bien entretenue cachant un vide glacial. Je savais que derrière ces murs, il n'y avait plus de souvenirs, seulement des arrangements. Les objets, les meubles, les couleurs, tout avait été choisi non pour le confort ou l'amour, mais pour l'apparence, pour projeter une image de perfection et de réussite. C'était la maison de Cassandre, pas la mienne. La mienne était faite de petits défauts, de traces d'usure, de rires et de larmes imprégnées dans les murs. Celle-ci était une coquille vide, aussi belle et sans âme que sa nouvelle propriétaire. En m'éloignant dans la pénombre, je n'ai pas ressenti de la tristesse, mais une sorte de détachement froid. Ce n'était plus mon combat. Cette maison, avec ses fantômes repeints et ses souvenirs effacés, était devenue leur prison dorée. Ils pouvaient y vivre, y recevoir, y prétendre être heureux, mais ils ne pourraient jamais en chasser mon absence. Mon silence serait plus assourdissant que n'importe quel cri. Ils avaient gagné les murs, mais ils avaient perdu l'âme du lieu. Et une maison sans âme n'est pas un foyer, c'est un décor de théâtre. Et je n'étais plus obligée de jouer un rôle dans leur pièce. Cela faisait près de 20 ans que je n'avais pas vu Olivia Bernard. Nous étions bénévoles ensemble à l'époque où Raymond était encore en vie. Elle organisait la surveillance du quartier, et je préparais des tartelettes au citron pour les réunions. Elle était déjà vive. D'esprit à l'époque, toujours 2 longueurs d'avance sur tout le monde, avec une voix qui tranchait le bruit comme une lame dans la soie. Je l'ai appelée en utilisant un vieux numéro, sans même être sûre qu'il fonctionnait encore. « Yvonne Moreau », a-t-elle demandé, sa voix prudente au début. « Vous êtes censée être morte. » J'ai laissé échapper un rire sec. Oui, je ne suis pas très douée pour suivre les scripts. 1 heure plus tard, elle était au cottage de Michel. Elle portait un pantalon bleu marine, des chaussures plates et un blazer léger sur un chemisier en lin. Ses cheveux, autrefois noirs de jais, étaient maintenant coupés en un carré argenté saisissant. Elle n'avait pas vieilli. Elle s'était seulement affûtée. Nous nous sommes assises à la table de la cuisine de Michel, au même endroit où j'étais assise en silence quelques jours plus tôt. Elle m'a étudié par-dessus ses lunettes. « Racontez-moi tout. Ne sautez aucune partie, surtout celles qui font mal. » Et je l'ai fait. Je lui ai parlé du yacht, du sourire de Cassandre, des yeux d'Étienne qui évitaient les miens. Je lui ai parlé de mon réveil dans la maison d'un étranger,
de la tasse de thé silencieuse et du présentateur du journal lisant ma nécrologie comme si j'étais un chapitre clos. Je lui ai parlé de les regarder à travers la fenêtre, vivant dans ma maison, respirant mon air. Quand j'ai eu fini, elle n'a pas parlé pendant un moment. Elle a simplement ouvert son carnet et a cliqué 3 fois sur son stylo, comme un métronome pour la justice. Puis, sans cérémonie, elle a dit « Nous allons avoir besoin d'accéder à chaque dossier financier, fichier d'actifs, compte de fiducie et rapport médical lié à votre nom. Vous pensez qu'il... » Oh, je ne pense pas, l'ai-je interrompu. Je sais. Ce qui a suivi était quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Pas à mon âge. Nous sommes devenues des enquêtrices. Chaque matin, pendant que Michel jardinait et préparait son thé à la menthe, Olivia et moi nous penchions sur des documents. Elle a apporté un vieil ordinateur portable et nous l'avons utilisé comme un scalpel, disséquant soigneusement ma vie. D'abord, le choc. Mon nom avait été retiré de l'acte de propriété de ma résidence principale 2 mois avant l'accident. Un nouvel acte avait été déposé électroniquement avec une signature tremblante qui n'était pas la mienne. Ensuite, les fiducies. 2 comptes avaient été consolidés et transférés sous le nom de Cassandre C. Moreau, mandataire spécial, avec des documents d'accompagnement me déclarant mentalement inapte à gérer mes finances. J'ai fixé l'écran pendant un long moment. Olivia s'est penchée en arrière, les bras croisés. Avez-vous déjà signé une évaluation psychologique, consenti à une mise sous tutelle? Jamais. On ne m'a même jamais diagnostiqué la moindre dépression saisonnière. Elle a hoché la tête. Alors ce que nous avons ici, c'est un faux, une fraude médicale, un abus financier sur personnes âgées, et selon la profondeur de leurs agissements, une possible tentative de meurtre. Mon estomac s'est noué. Elle a cliqué sur une autre série de PDF. Ceci, dit-elle en pointant un formulaire scanné, est une lettre d'un médecin indiquant que vous présentez des signes de démence précoce, signée par un psychiatre de la Côte d'Azur. Ça vous dit quelque chose? J'ai secoué la tête. Nous demanderons une copie de leur dossier si nécessaire. Mais Yvonne, cette lettre, c'est un modèle. Je l'ai vu utilisé dans 2 autres cas. C'est un faux, ou au mieux, un document manipulé. L'air s'est immobilisé. Je n'étais pas folle, ai-je murmuré. Olivia m'a regardé d'un air assuré. Bien sûr que non, mais ils avaient besoin que vous le soyez. Je n'ai pas pleuré. Je suis restée assise, les mains tremblantes sur ma tasse de thé. Puis elle a ajouté doucement, « Vous n'êtes plus seule maintenant. » À ce moment-là, je me suis souvenu pourquoi je l'avais appelée. Olivia s'était toujours battue pour les gens à qui on avait dit de se taire, et maintenant, elle se battait pour moi. Avant de partir cet après-midi-là, elle a ouvert son agenda et a griffonné une liste. En haut, elle a écrit « Opération Résurrection ». Ils vous ont effacé, dit-elle en se levant. Il est temps de vous réécrire dans l'histoire. Et pour la première fois depuis que l'océan m'avait avalé, j'ai senti quelque chose s'allumer dans ma poitrine. Pas de la rage, pas du deuil, mais de la détermination. L'arrivée d'Olivia a été comme un souffle d'air frais et vif dans la pièce étouffante de ma confusion. Sa présence pragmatique et incisive a transformé mon sentiment d'impuissance en une énergie combative. Chaque document qu'elle dénichait, chaque signature contrefaite qu'elle mettait en évidence, était une brique de plus dans la reconstruction de ma propre réalité. Il m'avait fait douter de ma propre santé mentale, de mes souvenirs, de mon jugement. Leurs mensonges, répétés avec tant d'assurance, avaient commencé à s'infiltrer dans mes pensées comme un poison lent. Mais les faits, froids et implacables, que m'exposait Olivia, agissaient comme un antidote. Le plus terrible était de voir à quel point leur plan était méticuleux. Ce n'était pas une impulsion, un acte de folie. C'était une stratégie d'entreprise appliquée à la destruction d'une vie humaine. Chaque étape avait été planifiée, chaque document préparé, chaque mensonge répété jusqu'à ce qu'il sonne comme une vérité. Ils n'avaient rien laissé au hasard, sauf une chose, ma survie. Et c'est cette variable imprévue qui allait faire s'effondrer tout leur château de cartes. En regardant Olivia travailler, avec sa concentration féroce et son mépris évident pour l'injustice, j'ai compris que je n'étais pas seulement une victime. J'étais sur le point de devenir l'architecte de leur chute. Olivia n'a pas suggéré que je m'introduise dans mon ancienne maison. Elle a simplement dit, si nous voulons gagner, nous avons besoin de l'écriture de Cassandre. Michel était inquiet. Il a proposé de m'accompagner en voiture. J'ai refusé. Il était un peu plus de 2 heures du matin quand je me suis tenue dans l'ombre en face du domaine Moreau, mon domaine, enveloppé dans le genre de silence que seule la trahison laisse derrière elle.
Cassandre avait installé des lumières à détecteur de mouvement sur la terrasse ouest. Mais elle avait oublié l'étroite fenêtre du sous-sol par laquelle je passais quand j'étais enfant et que je m'enfermais dehors. Je n'ai pas rampé cette fois. Je l'ai ouverte doucement, je me suis laissé glisser à l'intérieur et j'ai atterri en douceur sur un bac de rangement étiqueté « Décoration de Noël ». À donner. La maison sentait différemment. Pas mauvais, juste étranger, comme le romarin et le marbre froid, comme l'absence de quelque chose qui avait été chaleureux. Je me suis déplacé lentement dans la cuisine, m'arrêtant lorsque le sol craquait sous le poids des souvenirs. À l'étage, j'ai entendu le faible rythme d'une respiration. Celle d'Étienne, lourde et régulière. Cassandre, j'imaginais, respirait plus silencieusement, comme un serpent, toujours à l'affût. Mon bureau était au rez-de-chaussée. Il l'avait transformé en un coin bureau élégant avec des meubles minimalistes et une applique murale lumineuse qui ressemblait à un halo au-dessus d'une chaise vide. Les tiroirs étaient pour la plupart vidés, à l'exception des déclarations d'impôts, des manuels d'appareils électroménagers. Et de quelques carnets. Puis j'ai ouvert le tiroir du bas. À l'intérieur se trouvait un dossier beige intitulé « Projet Corail ». Version finale. Je me suis assise. Il commençait par un énoncé de mission. Assurer la transition de tous les actifs financiers, immobiliers et successoraux vers un contrôle à long terme sous la lignée Moreau, en préservant le patrimoine familial et en éliminant les décideurs émotionnellement compromis. Émotionnellement compromise. La page suivante était un calendrier étape par étape. Mois 1. Introduire la suggestion de retraite anticipée à Yvonne. Mois 2. Soulever une préoccupation médicale auprès d'un médecin de confiance. Mois 3. Commencer le processus de tutelle pour déclin cognitif induit par le stress. Mois 4. Incident. Je n'avais pas besoin de clarification sur ce que signifiait « incident ». Je l'avais vécu. Et puis venaient les feuilles de calcul. Compte de fiducie, actions, actifs liquides, tous codés par couleur avec des statuts de transfert. En dessous de chacun, approuvé, signé, CM, avec une fioriture. Tout au fond du dossier se trouvait une page de signature notariée. Le nom d'Étienne à côté d'une note. Le signataire confirme comprendre que le transfert d'autorité est dans le meilleur intérêt de l'héritage familial. Accepte que l'incapacité du fiduciaire d'origine, YM, rend toutes les objections nulles. Il l'avait signé. Sans note, sans hésitation. Sa signature était ferme. La mienne avait été contrefaite. La sienne était délibérée. Je suis restée assise là, dans le même fauteuil où j'avais l'habitude de bercer Étienne pour l'endormir quand il faisait des cauchemars. Je lui avais dit un jour qu'aucune tempête ne pourrait le toucher tant que je serais là. Maintenant, il m'avait signé comme une police d'assurance expirée. La porte a grincé à l'étage. J'ai refermé le dossier, l'ai glissé dans mon sac fourre-tout et suis sortie par le couloir latéral juste au moment où la voix de Cassandre résonnait faiblement d'en haut. « Étienne, tu as entendu quelque chose ?» Mon cœur battait dans ma gorge. Je me suis réfugiée dans le sous-sol. J'ai attendu 10 minutes, 15. Silence. Puis je suis sortie par la même fenêtre, cette fois avec quelque chose de plus lourd que la culpabilité. La preuve. De retour au cottage de Michel, Olivia attendait avec 2 tasses de café et un feu allumé. Je lui ai tendu le dossier. Elle a lu en silence, les lèvres se resserrant. Puis elle a murmuré. Elle a rédigé un plan complet de prise de contrôle hostile pour sa belle-mère. Elle a feuilleté les pages. C'est une planification impeccable, Yvonne, mais c'est aussi une conspiration criminelle. Et Étienne, elle a soupiré. Il n'en est peut-être pas l'auteur, mais sa signature la scelle. J'ai fixé le feu. Alors, que se passe-t-il maintenant? Elle a souri, non pas cruellement, mais comme quelqu'un qui voit un puzzle se mettre en place. Maintenant, a-t-elle dit. Maintenant nous faisons entrer la seule chose qu'ils ont oubliée que vous avez encore. Je l'ai regardée. Quoi? Une voix, a-t-elle dit. Et la vérité, et le bon timing. Elle a posé délicatement le dossier sur la table comme s'il s'agissait de dynamite. Nous ne nous défendons pas, a-t-elle dit. Nous entrons en scène. Le froid du sous-sol n'était rien comparé au gel qui avait envahi mon cœur en lisant ce dossier. Chaque mot, chaque ligne de ce plan, était un coup de poignard. Le terme « décideur émotionnellement compromis » était particulièrement cruel. C'était ainsi qu'il me voyait, un obstacle sentimental, une relique du passé qui ne comprenait pas les impératifs du business. Ils avaient transformé l'amour et le deuil en une pathologie,
Une faiblesse à exploiter et à éliminer. Le plus effrayant était l'efficacité clinique de leur démarche. Ils avaient analysé mes vulnérabilités, anticipé mes réactions, et planifié ma chute avec la précision d'un chirurgien. Mais un chirurgien opère pour sauver une vie. Eux, ils avaient opéré pour en éteindre une. En tenant ce dossier, je ne tenais pas seulement la preuve de leur crime, mais aussi la clé de ma propre libération. Ce n'était plus ma parole contre la leur. C'était leur propre plan, écrit de leurs propres mains, qui allait les condamner. La voix que j'avais perdue, la crédibilité qu'ils m'avaient volée, tout était contenu dans ces pages. Ils avaient méticuleusement documenté leur propre trahison. C'était d'une ironie presque poétique. Certains cadeaux ne sont pas emballés, ils sont rendus. Il avait plu ce matin-là, une bruine douce et régulière qui faisait briller le trottoir comme de la pierre polie. Je marchais seul, un foulard couvrant mes cheveux argentés, un sac fourre-tout sur l'épaule. À l'intérieur, il y avait quelque chose qu'Étienne n'avait pas vu depuis des décennies. Le domaine Moreau était calme sous le ciel couvert. Pas de voiture dans l'allée. Cassandre avait probablement un rendez-vous au spa. Et Étienne, eh bien, les hommes comme lui restaient rarement à la maison quand rien de rentable n'attendait à l'intérieur. J'ai utilisé le sentier du jardin, celui que Raymond avait pavé pierre par pierre, l'été où Étienne a eu 12 ans. Cette même année, j'avais brodé le mouchoir. Je m'en souviens encore. C'était la nuit après que la première vraie fièvre d'Étienne soit tombée. Il avait toussé pendant des jours. J'étais restée éveillée avec lui, appliquant des compresses fraîches sur son front, fredonnant de vieilles berceuses que ma mère me chantait autrefois. Quand il s'est enfin endormi, je me suis assise près du feu et j'ai commencé à broder son nom en fil bleu marine, entouré d'un cercle de minuscules pins. Ses préférés, du voyage de camping que nous n'avions jamais pu faire. Il n'était pas acheté en magasin, mais il était à moi. Mes mains, mon fil, mon amour. Et maintenant, il était temps de le lui rendre. Je n'ai pas eu besoin de m'introduire cette fois. J'avais le code. Cassandre ne l'avait jamais changé. Trop sûre d'elle. Ou peut-être trop sûre que j'étais partie pour toujours. 20113 l'année où Étienne est entré à HEC. La porte a fait un léger déclic. Je suis entrée. Tout était blanc. L'entrée avait été peinte en bleu ciel. Maintenant, elle était d'un crème stérile. Les photos sur le mur, autrefois les dessins d'enfance d'Étienne, la photo de pêche de Raymond, notre photo d'anniversaire, tout avait disparu. À leur place, de l'art abstrait dans des cadres dorés, chers, vides. J'ai traversé le couloir, mes chaussures silencieuses sur le marbre, vers le salon, et là, sur la cheminée. Autrefois, elle présentait notre photo de mariage, Raymond dans son uniforme militaire, moi dans une robe empruntée avec des marguerites dans les cheveux. Étienne adorait cette photo. Il disait qu'on aurait dit un film. Maintenant, le cadre avait disparu, remplacé par une sculpture en argent poli de 2 anneaux entrelacés, corporative, creuse. J'ai fouillé dans mon sac. Le mouchoir était enveloppé dans du papier de soie doux, toujours plié comme je le gardais dans ma boîte à souvenirs depuis plus de 40 ans. La broderie bleu marine s'était légèrement estompée, mais le nom Étienne était toujours lisible, toujours le mien. Je l'ai déplié doucement, les lissé et les posé sur la cheminée. Pas de mots, pas d'explication, juste le nom. Regardant la pièce qui avait autrefois appartenu à lui, à moi et à Raymond. Puis j'ai levé les yeux. Une caméra, discrète, clignotant en rouge. Bien. Je me suis retournée, j'ai marché jusqu'au centre de la pièce et je me suis arrêtée là où la lumière du soleil frappait le fauteuil de Raymond le matin. Cette lumière était différente maintenant. Filtrée, froide. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste murmuré une phrase destinée à quiconque reverrait l'enregistrement. Tout ce que vous avez construit ici repose sur ce que j'ai donné librement, un jour. Puis je me suis retournée et je suis partie. De retour au cottage de Michel, Olivia attendait près de la fenêtre de la cuisine. Elle m'a regardé, puis le sac vide. Vous l'avez placé. J'ai hoché la tête. Juste là où notre photo de mariage se trouvait. Elle a souri. Parfait. Vous pensez qu'ils comprendront? Elle a haussé les épaules. Elle le rejettera. Il prétendra ne pas s'en souvenir, mais ça restera dans son esprit comme une écharde. Je me suis assise, me suis versé du thé. Ce n'est pas une question de culpabilité, ai-je dit. Je sais, a répondu Olivia. C'est une question de mémoire et de laisser une marque. Elle a fait une pause, comme graver ses initiales dans un arbre qu'on sait qu'il prévoit d'abattre.
J'ai regardé par la fenêtre la pluie redoubler d'intensité. C'était mon fils, ai-je dit doucement. Et maintenant, a dit Olivia en posant un dossier sur la table, il va apprendre ce qui arrive quand une mère se souvient de tout, y compris de ce qui lui appartenait. Ce geste, poser le mouchoir sur la cheminée, n'était pas un acte d'agression. C'était un acte de mémoire pure. Un rappel silencieux d'un temps où l'amour n'était pas une transaction, où un nom brodé à la main valait plus que toutes les actions de leur entreprise. Je ne voulais pas qu'il se sente coupable. La culpabilité est une émotion passagère. Je voulais qu'il se souvienne. Je voulais que cet objet modeste, imprégné de mon amour et de mes sacrifices, hante leur maison parfaite. Je voulais que Cassandre le voie et se demande quelle histoire il racontait. Je voulais qu'Étienne le voie et soit confronté à l'image de l'enfant qu'il avait été et de l'homme qu'il était devenu. C'était un fantôme que je laissais derrière moi, un fantôme de tissu et de fil qui serait plus puissant que n'importe quelle accusation. La caméra était un bonus inattendu. Mon murmure n'était pas destiné à eux seuls, mais à la postérité, à cette archive numérique de leur vie aseptisée. J'y avais planté une graine de vérité, une anomalie dans leur récit parfaitement contrôlé. Ils pourraient effacer l'enregistrement, mais le doute subsisterait. La peur que quelqu'un d'autre l'ait vu. La paranoïa, comme l'a dit Olivia, est une écharde bien plus douloureuse que le remords. Je n'ai pas signé le message. Je n'en avais pas besoin. Au moment où j'ai cliqué sur « Envoyer », je savais exactement où serait Étienne. Dans son élégant bureau d'angle surplombant la baie, son expresso du matin intact, sa secrétaire filtrant les appels. L'objet du message ne contenait que 3 mots. Toujours bien vivante. Le corps de l'email. Je me souviens qui m'a poussé et qui a regardé. Tu devrais te souvenir aussi. Pourquoi? Pas de menace, pas d'accusation, juste la vérité. Habillé de silence. Au moment exact où son téléphone a vibré avec cet email, j'étais au café du port en train de siroter un thé avec Olivia. Elle m'observait attentivement, attendant un tressaillement. Je ne lui en ai donné aucun. Tu penses qu'il croira que c'est réel? A-t-elle demandé. J'ai fixé ma tasse. Il croira que c'est possible, et c'est suffisant. De retour dans la forteresse de verre qu'Étienne appelait son siège social, l'email a brisé sa tranquillité comme une pierre à travers un vitrail. Il l'a lu 2 fois, puis une autre. À la 4e lecture, ses mains tremblaient. Il n'a pas appelé la police. Il ne l'a pas transféré à Cassandre. Il est resté assis, l'écran brillant comme si le fantôme de sa mère avait traversé la boîte de réception pour le gifler froidement. 20 minutes plus tard, Cassandre a fait irruption dans le bureau, talons claquants, les yeux fous. « Tu as une mine affreuse », a-t-elle dit en jetant sa pochette sur la table. Il n'a pas levé les yeux. Il y a eu un email, a-t-il marmonné. Elle a marqué une pause. De qui? Pas de nom. Il a tourné l'écran vers elle. Elle l'a lu une fois, puis a refermé l'ordinateur portable d'un coup sec. Quelqu'un joue avec toi, a-t-elle dit sèchement. Il vient de son ancienne adresse, a chuchoté Étienne. Celle qu'elle utilisait pour le conseil des anciens élèves. Cassandre a croisé les bras. Ce compte a été désactivé. Apparemment non. Ils sont restés en silence. Puis Cassandre a parlé lentement. Tu as effacé les enregistrements, n'est-ce pas? Étienne n'a pas répondu. Étienne, tu m'as dit que tu les avais effacés. Je pensais l'avoir fait, mais maintenant je ne suis plus sûre. Sa voix s'est abaissée en quelque chose de venimeux. Tu pensais. Il s'est levé soudainement, pâle. Tu crois que je ne sais pas ce que ça me fait? A-t-il lancé. Je la vois dans mon sommeil. J'entends le bruit de l'eau. Tais-toi, a sifflé Cassandre. Elle m'a regardé. J'ai dit, tais-toi. Et comme ça, le couple parfait s'est fissuré. Cassandre est sortie du bureau en trombe, claquant la porte derrière elle. Étienne a fixé l'écran sombre, maintenant vide, son propre reflet faible dans la lueur. Le fantôme était entré dans la pièce. Pendant ce temps, j'attendais, pas une réponse. Il n'y en aurait pas. Les hommes comme Étienne ne répondent jamais. Ils réagissent. Ils paniquent. Et Cassandre, elle ne s'arrêterait pas à la peur. Elle se battrait pour le contrôle, ce qui est exactement ce que je voulais. Olivia a posé un dossier sur la table entre nous. Les finances de leur fondation, a-t-elle dit. Tous les dons, les paradis fiscaux et les fausses œuvres de bienfaisance au nom de Cassandre. J'ai hoché la tête. Bien. Tu veux toujours aller jusqu'au bout?
J'ai remué mon thé. Elle a fait de moi un fantôme, ai-je dit. Maintenant, je vais la hanter comme il se doit. Les vagues frappaient le quai avec un rythme doux. Tu penses qu'ils vont s'effondrer? J'ai souri faiblement. Ils le sont déjà. L'email n'était pas une déclaration de guerre, c'était une attaque psychologique. Une simple phrase qui plantait une graine de doute et de paranoïa. Je savais qu'Étienne, malgré son arrogance, était rongé par la culpabilité. Il n'était pas un monstre de sang-froid comme Cassandre. Il était un lâche qui s'était laissé entraîner. Cet email n'était pas destiné à le faire avouer, mais à le faire douter de la seule personne en qui il avait placé sa confiance, sa femme. Je savais que Cassandre réagirait avec colère et déni, accusant Étienne de faiblesse. Je savais qu'il commencerait à se demander si elle n'avait pas fait une erreur, si elle n'avait pas laissé une trace. Leur alliance était basée sur l'avidité et le secret, pas sur la confiance. Une fois le secret menacé, l'avidité ne suffirait pas à les maintenir ensemble. Ils allaient se retourner l'un contre l'autre, chacun cherchant à sauver sa propre peau. J'ai regardé les vagues, calmes et puissantes. Elles m'avaient presque prise, mais elles m'avaient aussi enseigné une leçon. La patience. La force tranquille. On n'a pas besoin de crier pour être entendu. Parfois, un murmure suffit à déclencher une avalanche. Et l'avalanche venait de commencer. Je n'avais plus qu'à attendre que les débris retombent. Olivia n'a pas frappé. Elle est entrée directement dans le bureau d'accueil de Moreau et Dalton SARL, mallette à la main, calme comme la marée du matin. La réceptionniste a levé les yeux, prête à la congédier jusqu'à ce qu'Olivia pose un mince dossier en cuir sur le comptoir et dise « Pour le conseil d'administration, pas pour vous ». À l'intérieur de ce dossier, il y avait tout. Les virements bancaires, la procuration falsifiée avec mon nom, une signature sur des documents médicaux me qualifiant de mentalement instable. Mais le joyau de la couronne était l'enregistrement. Cassandre répétant la poussée avec Étienne sur le pont du yacht. Une voix sèche et cruelle disant « Il faut que ça ait l'air d'un accident. Tu as juste besoin d'avoir l'air choqué, Étienne. » Olivia n'a pas attendu la permission. Elle est sortie. Pendant ce temps, j'étais dans le jardin derrière le cottage de Michel, en train de couper de la lavande. Non pas parce que j'en avais besoin, mais parce que cela calmait mes mains. J'avais passé des années à faire confiance à des gens qui m'avaient trahi. Maintenant, je faisais confiance à du papier, à de l'encre, à la décence d'un étranger. C'était le pari. 2 jours plus tard, il a payé. L'appel est arrivé à 7h14. Est-ce Yvonne Moreau? A demandé une voix d'homme, rauque et douce. Oui. Je m'appelle Gérard Ranchow. Je siège au conseil d'administration de la fiducie Moreau. J'étais le camarade de chambre de votre défunt mari à l'université. Je me suis figé. Je me souviens de vous, ai-je dit. Je me souviens de votre mariage, a-t-il répondu. J'ai porté ce toast terrible. Nous avons tous les deux ri, un rire doux et triste. Puis sa voix a changé. J'ai examiné les documents que mademoiselle Bernard a soumis. Une pause. Je vous crois. Je me suis assise lentement, mes genoux soudainement incertains. Il y a des procédures, a-t-il continué, des examens, des obstacles juridiques, mais laissez-moi vous assurer, Madame Moreau, que vous n'êtes pas seule dans cette affaire. Mes yeux ont piqué. Je les ai clignés pour chasser les larmes. Pourquoi faites-vous cela? Ai-je demandé. Pourquoi maintenant? Il a expiré. Parce que lorsqu'un homme comme Raymond fait confiance à une femme avec son nom, son enfant, sa fortune, et qu'elle est trahie à la fois par son fils et par le système, quelqu'un doit parler pour lui. J'ai serré le téléphone plus fort. Merci, ai-je murmuré. Une dernière chose, a-t-il dit. Le moment venu, j'aimerais être celui qui leur remettra la lettre. Plus tard dans la soirée, Olivia m'a remis une copie du dossier qu'elle avait envoyé. À l'intérieur, des captures d'écran imprimées des fausses déclarations de santé mentale de Cassandre, des annotations, des chronologies, des interprétations juridiques. C'est béton, a-t-elle dit. Ils ne pourront pas s'en sortir. Mais ils essaieront, ai-je répondu. Elle a hoché la tête. Cassandre a toujours 10 coups d'avance. Mais cette fois, elle a tapoté le dossier. C'est vous qui fixez les règles du jeu. J'ai tenu le dossier sur mes genoux, mes doigts effleurant les bords. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait de l'âme d'une famille, de l'héritage de mon mari, de ma place en son sein, et de la vérité qu'ils avaient essayé d'enterrer avec l'eau de mer. Plus maintenant.
Le souvenir de Gérard Ranchot a ravivé une époque où la loyauté et l'honneur signifiaient encore quelque chose. Raymond parlait souvent de lui, de leur jeunesse, de leurs rêves partagés. Savoir qu'un fragment de ce monde existait encore, qu'un homme se souvenait de Raymond non pas comme un nom sur un bâtiment, mais comme un ami, a été un baume sur une blessure profonde. Ce n'était plus seulement ma bataille. C'était devenu la bataille pour l'héritage de Raymond, pour la décence, pour la simple vérité. Le dossier qu'Olivia avait si méticuleusement préparé n'était pas une arme de vengeance, c'était un instrument de justice. Chaque page criait la vérité que j'avais été forcé de taire. Chaque document était un témoin silencieux de leur cupidité. J'ai réalisé que je n'étais pas en train de détruire une famille. J'étais en train de sauver ce qui en restait, c'est-à-dire l'intégrité du nom Moreau. Étienne et Cassandre l'avaient sali, l'avaient transformé en un simple outil pour leur ambition. Mon devoir, envers Raymond et envers moi-même, était de le nettoyer, de lui rendre sa dignité. Et pour la première fois, je sentais que j'avais les alliés et les armes pour le faire. La lavande dans mes mains avait un parfum apaisant, un parfum de clarté et de résolution. La tempête approchait, mais je n'avais plus peur. J'étais prête. Nous nous sommes réunis au cottage de Michel juste avant le crépuscule. La mer au dehors était calme, comme si elle retenait son souffle. Olivia avait apporté des dossiers, des documents scellés et un petit enregistreur en laiton. Arthur Bellamy est arrivé en dernier, grand, se déplaçant lentement, avec une vague odeur d'encre ancienne et de cèdre. Ses yeux étaient vifs malgré sa canne. Arthur avait été le partenaire commercial de Raymond. Il était maintenant une voix clé au sein de la fiducie Moreau. Et plus que cela, il était l'une des dernières personnes qui se souvenaient de moi telle que j'étais, pas seulement la femme dans les journaux qualifiée de confuse et instable. Nous nous sommes assis autour de la table en bois, une seule lampe projetant de longues ombres. Personne n'a parlé pendant un moment. Olivia a rompu le silence la première. Nous avons tout. Assez pour évoquer l'influence de Cassandre, assez pour contester la prétention d'Étienne à la succession, et assez pour ouvrir la clause de réévaluation de la fiducie. Arthur a hoché la tête lentement, les mains jointes sur sa canne. « Mais vous ne voulez pas d'un procès, dit-il en me regardant. N'est-ce pas, Yvonne ? Je l'ai regardé dans les yeux. Non. Je veux de la clarté. Je veux des conséquences. Je veux récupérer mon nom. Arthur a soupiré. Étienne a été élevé grâce à vos sacrifices, pas seulement votre argent, Yvonne. Votre dignité. Il a prouvé publiquement et en privé qu'il est inapte à porter l'héritage de Raymond. Vous le savez, mais j'ai besoin de l'entendre de vos lèvres. Je n'ai pas bronché. Il n'est pas digne du nom Moreau. La bouche d'Arthur s'est serrée. Puis il s'est tourné vers Olivia. Si nous demandons un vote au sein du conseil de la fiducie, combien de temps cela prendra-t-il ? 2 semaines, dit-elle. Plus vite si vous déposez la motion vous-même. Il a hoché la tête une fois. Je le ferai. J'ai respiré lentement. Vous pensez qu'ils se battront ? Olivia a presque ri. Ils se battront comme des chiens enragés, mais ils ne gagneront pas. Elle a sorti de son manteau une petite pochette en velours, la posant au milieu de la table. À l'intérieur se trouvait l'enregistreur, le même qui avait capturé les mots accablants de Cassandre. Nous laissons cela parler de lui-même. Arthur a tendu la main et a appuyé sur lecture. La voix de Cassandre s'est répandue dans la pièce, nette et délibérée. Pousse-la. Dis que c'était soudain. Je pleurerai. Nous déposerons le certificat de décès, et la fiducie sera enfin à nous. Personne dans la pièce n'a bougé. Quand l'enregistrement s'est terminé, Arthur s'est adossé à sa chaise, les yeux fermés. Je jouais au échec avec Raymond sur cette côte, murmura-t-il. Il m'a dit un jour, si quelqu'un essaie un jour de salir notre nom, que la mer lui rappelle que même les marées tournent. Il a ouvert les yeux. Faisons tourner la marée. Nous sommes restés assis un instant de plus. Pas de toast, pas de poignée de main, juste le poids silencieux de la décision. Je me suis levée la première. Dehors, la nuit était tombée. Mais à l'intérieur de cette petite maison, je n'étais plus seule. Et cette fois, j'avais des alliés qui se souvenaient de qui j'étais vraiment. Pas une femme effacée, pas une relique du passé, mais une Moreau à part entière. Et ce nom était sur le point de renaître. La présence d'Arthur Bellamy dans cette pièce était plus qu'un soutien stratégique. C'était un pont vers mon passé, une validation de tout ce que Raymond et moi avions construit. Son regard n'était pas empreint de pitié, mais de respect. Il ne voyait pas une victime,
mais une combattante qui avait été mise à terre et qui se relevait. Écouter la voix de Cassandre, si froide et calculatrice, a solidifié ma résolution. Il n'y avait plus de place pour le doute ou l'hésitation. Le mal qu'ils avaient fait n'était pas une simple erreur de jugement, c'était une perversion fondamentale des liens familiaux et de la confiance humaine. La phrase de Raymond sur les marées qui tourne a résonné en moi comme un mantra. Pendant des années, j'avais été le reflux, me retirant pour laisser de la place à leurs ambitions. J'avais laissé la marée de leur avidité monter, érodant lentement le rivage de ma propre identité. Mais maintenant, la marée changeait de direction. La force que je sentais monter en moi n'était pas une vague de colère destructrice, mais un courant puissant et inarrêtable de justice. Nous n'étions pas des conspirateurs dans l'ombre, nous étions des gardiens de la lumière, déterminés à chasser les ténèbres qu'ils avaient créées. En quittant le cottage cette nuit-là, je savais que la bataille à venir serait difficile, mais je savais aussi, avec une certitude absolue, que nous allions la gagner. Je n'étais pas là quand l'appel est arrivé, mais Olivia y était. Elle m'a raconté plus tard, avec des détails précis, comment Étienne venait de s'asseoir pour son petit déjeuner tardif habituel, café noir, journal étalé, comme s'il vivait encore dans un monde épargné par les conséquences. Puis son téléphone a sonné. Numéro privé. Il a décroché sans réfléchir. Monsieur Moreau, dit une voix, sèche et professionnelle. Ici Julien Withers, service des affaires juridiques de Moreau et Langston Gestion Privée. Nous vous notifions que, avec effet immédiat, tous les comptes contrôlés par la fiducie à votre nom ont été gelés dans l'attente d'une enquête. Il a cligné des yeux, confus. Pardon, quoi? Il doit y avoir une erreur. La voix a continué. Toutes les liquidités, les actifs et les accès liés à la fiducie Héritage Moreau sont suspendus conformément à l'article 17b suite à des allégations d'influence indue, de mauvaise conduite du bénéficiaire et d'autorisation falsifiée. Étienne s'est levé, renversant son café. Cassandre, toujours en robe de chambre, a levé les yeux du canapé. Que se passe-t-il? A-t-elle demandé. Étienne n'a pas répondu. Il est entré dans le bureau et a fermé la porte. Je suis désolé, dit-il au téléphone, essayant de reprendre le contrôle. Vous avez dit falsifier quoi? Des autorisations, monsieur Moreau. Des signatures liées à des transactions impliquant des expertises psychiatriques, des déclarations médicales et des modifications de dossiers de succession au nom de votre mère. Madame Yvonne Moreau. Il y eut une pause. Elle est morte. L'homme s'est éclairci la gorge. Aucun certificat de décès officiel n'a été vérifié. Et votre mère, depuis hier, a soumis des contre-plaintes par l'intermédiaire d'une représentation tierce. Des contre-plaintes? A chuchoté Étienne. En effet, et un examen complet du conseil a été convoqué. Vous recevrez une notification. La ligne est devenue silencieuse. Il est resté là, le téléphone toujours à l'oreille. Cassandre est entrée. Eh bien, c'était quoi? Il l'a regardé. Quelque chose dans son visage avait changé. Pas de la colère, pas de la panique, quelque chose de plus froid. Ils ont tout gelé, a-t-il dit. Cassandre a ri. C'est impossible. Ils ne peuvent pas faire ça. Nous contrôlons tout. Nous le pensions, a-t-il dit en levant une main pour la faire taire. Elle a cligné des yeux, la bouche ouverte. J'ai tout écrit. Tu as signé. Nous avions le plan. Projet Corail. Ce plan, a-t-il dit lentement, reposait sur le fait qu'elle soit partie. Il s'est assis lourdement. Elle n'est pas partie, Cassandre. Qu'est-ce que tu racontes? Il l'a regardée comme s'il la voyait pour la première fois, non pas avec affection, mais avec distance. Elle m'a envoyé un email. Quoi? Elle a dit, je me souviens qui m'a poussé. Cassandre est devenue pâle. Ça pourrait être n'importe qui. Une menace, une blague. Non, a-t-il dit. Elle connaissait les mots, la formulation. Ma mère ne dirait jamais ça à moins que... Il s'est interrompu. Le silence a enveloppé la pièce. Dehors, la lumière du soleil filtrait à travers les vitres, mais à l'intérieur, on se serait cru en hiver. Où est-elle? A demandé Cassandre, sa voix plus faible maintenant. Il n'a pas répondu. Au lieu de cela, il a ouvert le tiroir, a sorti leur certificat de mariage, la copie modifiée de la fiducie, une copie de la lettre psychiatrique qu'ils avaient fait passer par une clinique douteuse sur la Côte d'Azur. Tout. Il l'a étalé sur la table. Elle m'a prévenu une fois, il y a des années, a-t-il murmuré. Elle a dit, un jour, tu croiras avoir gagné,
Et puis tu entendras frapper à la porte. Cassandre a secoué la tête. Tu me fais peur. Elle est vivante, a-t-il chuchoté. Et elle frappe à la porte. Et comme ça, la panique s'est installée. L'image d'Étienne, seul dans son bureau, face à l'effondrement de son monde, ne m'a procuré aucune satisfaction. Juste un sentiment de fatalité sombre. Il avait choisi cette voie, avait suivi Cassandre dans son plan cupide, pensant que les règles ne s'appliquaient pas à lui. Il avait sous-estimé non seulement ma résilience, mais aussi l'intégrité des quelques personnes qui protégeaient encore l'héritage de son père. La panique qui s'emparait de lui n'était pas celle d'un homme qui regrette ses actes, mais celle d'un joueur qui vient de perdre sa mise. Il ne pleurait pas sur sa trahison, mais sur ses conséquences. Le plus révélateur était sa réaction face à Cassandre. Le doute s'était installé. Leur fondation, construite sur un mensonge partagé, commençait à se fissurer sous la pression de la vérité. Le « projet Corail », leur chef-d'œuvre de manipulation, était devenu leur acte d'accusation. Chaque document qu'il étalait sur la table était un clou de plus dans leur cercueil. Ils étaient piégés dans la toile qu'ils avaient eux-mêmes tissée. Le coup de fil n'était que le début. La véritable punition ne serait pas financière ou légale. Ce serait de vivre avec la connaissance de ce qu'ils avaient fait, et de se regarder chaque jour en sachant que leur partenaire dans le crime était aussi le témoin de leur bassesse. C'était une prison bien plus efficace que n'importe quelle cellule. Je n'ai pas frappé. Je n'ai pas sonné. J'ai utilisé la clé. La même clé en laiton que Raymond m'avait fait faire lorsque nous avons emménagé dans cette maison il y a des décennies. Il avait dit, « Cette maison sera toujours la tienne, peu importe qui signe quoi. » Je me suis glissé à l'intérieur comme un fantôme qu'il n'attendait jamais. Le couloir sentait encore légèrement le jasmin, le même parfum que j'utilisais dans l'entrée. Quelqu'un avait essayé de m'effacer, mais il n'avait pas effacé les traces. Pas entièrement. Le sol en marbre brillait. Les portraits sur le mur étaient réarrangés, mais pas disparus. Étienne et Cassandre avaient laissé juste assez de moi pour que cela paraisse respectueux, juste assez pour mentir. J'ai passé l'escalier, la salle à manger où j'avais servi à Étienne son pot-au-feu préféré à chaque anniversaire jusqu'à ses 23 ans. J'ai passé le piano à queue que Cassandre avait insisté pour placer dans le salon, même si elle ne savait pas jouer une seule note. Et je me suis assise là, dans le vieux fauteuil de Raymond. Le cuir usé et doux avec l'âge. Il m'a accueilli comme s'il se souvenait de qui appartenait vraiment ici. J'ai attendu, et je n'ai pas eu à attendre longtemps. La porte d'entrée s'est ouverte en claquant. Des voix, des pas, des rires d'abord, le ton aigu de Cassandre. Puis la voix d'Étienne, plus basse mais tendue. Ils se disputaient encore. Je pouvais l'entendre dans le rythme. Ils se disputaient toujours quand les choses ne se passaient pas comme prévu. Ils ont tourné au coin du couloir et se sont arrêtés net. La bouche d'Étienne s'est ouverte. Rien n'est sorti. Cassandre a laissé tomber son sac à main. Ses yeux se sont écarquillés. Non, non, tu es morte. J'ai incliné la tête, calme. Ai-je l'air morte, ma chérie? Cassandre a fait un pas en arrière. Ses genoux ont heurté le bord de la console du couloir. Étienne n'a pas bougé. Il me fixait, pâle, les lèvres entr'ouvertes. Il n'était plus l'homme confiant qui se tenait sur le pont de ce yacht, juste un garçon pris en train de voler dans le tiroir de sa mère. J'ai souri, un sourire doux et contrôlé. « Bonjour, Étienne. » Il a dégluti. « Maman. »« Nous devons parler, » ai-je dit, ma voix égale. « Asseyez-vous. » Ils n'ont pas bougé. « Asseyez-vous, » ai-je répété en désignant les chaises en face de la mienne. Étienne s'est assis le premier, lentement, mécaniquement. Cassandre a hésité, puis s'est perchée sur le bord comme si elle était prête à fuir. Je les ai étudiés, sans colère, sans vengeance, juste avec la vérité. « Vous avez essayé de me noyer, » ai-je dit. Cassandre a tressailli. « Vous avez volé ce qui n'était pas à vous, » ai-je continué. « Vous avez menti, falsifié, manipulé, et vous avez fait tout cela en pensant que je ne reviendrai jamais. » J'ai marqué une pause. Je suis revenu. La voix de Cassandre s'est brisée. « Nous pensions que tu étais parti. Nous pensions. » « Je sais ce que vous pensiez, » ai-je interrompu. « Vous pensiez que l'argent vous rendait invincible. Vous pensiez que j'étais faible parce que j'étais gentille. Vous pensiez que le deuil me maintiendrait enterré. » Étienne a parlé alors, à peine audible. J'ai paniqué quand j'ai vu le rapport, quand le compte a été gelé.
Ce n'était pas seulement le comte, Étienne, ai-je dit. C'était la fiducie, l'héritage, le nom de ton père, et tu l'as cédé pour des raisons de commodité. Il a baissé les yeux. J'ai sorti de la poche de mon manteau un morceau de lin plié, je l'ai posé doucement sur la table. C'était le mouchoir, celui avec son nom brodé en bleu quand il avait 5 ans et avait la grippe. J'étais resté à son chevet chaque nuit, lui murmurant des berceuses. J'ai cru en toi, un jour, ai-je dit. Cassandre l'a regardé comme si c'était du poison. Puis je me suis levé. Je ne suis pas ici pour me disputer. Je ne suis pas ici pour crier. Je suis ici pour récupérer ce qui n'a jamais été à vous de prendre. Étienne a chuchoté. Vas-tu nous ruiner? J'ai croisé son regard. Non. Vous l'avez déjà fait vous-même. Je suis passé devant eux sans un mot de plus. En arrivant à la porte, je me suis arrêté. Je vous verrai à la lecture du testament, ai-je dit, puis je suis parti. Le silence dans la pièce était palpable. Le choc sur leur visage était un mélange de peur, d'incrédulité, et pour la première fois, de respect. Ils ne me voyaient plus comme la vieille femme fragile et émotive qu'ils avaient décidé que j'étais. Ils voyaient une force qu'ils n'avaient jamais soupçonnée. En m'asseyant dans le fauteuil de Raymond, ce n'était pas seulement une chaise que je reprenais, c'était mon autorité, ma place légitime dans cette maison et dans cette famille. Chaque mot que j'ai prononcé était mesuré, non pour blesser, mais pour exposer la vérité dans sa nudité la plus crue. Le mouchoir était le coup de grâce. Ce n'était pas une preuve, c'était un symbole. Un symbole de l'amour inconditionnel qu'ils avaient piétiné, un rappel tangible de la mère qu'ils avaient trahie. Leur empire financier pouvait s'effondrer, mais c'est la faillite morale qui les détruirait vraiment. En partant, je ne leur laissais pas seulement le silence et la peur. Je leur laissais le miroir de leurs propres actions. Et je savais que le reflet qu'ils y verraient les hanterait bien plus longtemps que n'importe quelle sentence de tribunal. La pièce était silencieuse. Pas le genre de silence qui appelle les mots, mais celui qui les étouffe. Étienne et Cassandre n'avaient pas bougé depuis que j'avais laissé le mouchoir en lin sur la table. Leur monde s'était fissuré. Il était maintenant temps pour eux de l'entendre se briser. Je suis revenu 1 heure plus tard, Olivia à mes côtés. Elle n'avait pas besoin d'être présentée. Cassandre avait entendu parler d'elle. Tout le monde dans notre cercle en avait entendu parler. Une ancienne enquêtrice fédérale qui avait quitté le bureau après le décès de son mari et qui ne s'occupait plus que de 2 types d'affaires. Celles où la justice était attendue depuis longtemps et celles impliquant de vieux amis. Étienne a ouvert la bouche en la voyant. Olivia a levé la main. Pas encore. Nous ne nous sommes pas assis cette fois. Olivia a posé sa mallette sur la crédence en marbre, l'a ouverte et en a sorti un unique enregistreur numérique noir. Pas de dossier, pas de théâtralité, juste la vérité. J'ai marché jusqu'au centre du salon où la lumière du lustre rendait chaque ride de mon visage plus nette, plus claire. Je ne voulais pas avoir l'air gentille. Je voulais avoir l'air visible. Tu m'as demandé tout à l'heure, ai-je dit lentement, si j'étais venu pour vous ruiner. Je me suis tourné vers eux deux. Ce n'est pas mon intention, mais la sienne l'était. Et puis j'ai fait un signe de tête à Olivia. Elle a appuyé sur lecture. L'enregistrement a cliqué. Il y a eu le tintement d'une cuillère, une tasse de thé posée. Puis ma propre voix, douce. J'ai lu le document. Je ne le signerai pas. Une pause. Puis la voix d'Étienne. Froide, calme, d'une précision chirurgicale. Tu es sûre, maman? Oui. Une autre pause. Tu sais à quel point les accidents arrivent facilement sur les bateaux, n'est-ce pas? Un faux pas, des chaussures glissantes, pas de témoins, des choses comme ça. C'est tragique. Clic silence. Cassandre était devenue livide. Sa main s'est portée à sa bouche. Tu as enregistré? Non, ai-je dit calmement. Olivia l'a fait. Tu te souviens de notre jardinier, Michel? Il lui a remis l'enregistreur 2 heures avant que nous partions pour le port. Cassandre s'est tournée vers Étienne. L'horreur se dessinait sur son visage. Tu avais dit que c'était ta parole contre la sienne. Tu avais dit qu'elle n'était pas censée revenir. Étienne a chuchoté. Personne n'était censé. Il s'est arrêté. Trop tard. Sa voix avait été entendue. J'ai pris l'enregistreur et l'ai posé sur la même table où j'avais l'habitude de disposer les cartes d'anniversaire et les tasses de chocolat chaud, où Étienne avait un jour fait des dessins pour la fête des mères avec des crayons de couleur tordue. Je n'ai jamais eu besoin de crier, ai-je dit. J'avais juste besoin d'attendre. Étienne s'est laissé tomber sur une chaise comme si les os de ses jambes s'étaient ramollis.
Cassandre arpentait la pièce. Ses talons claquaient sur le carrelage comme de petits marteaux. « Est-ce que c'est recevable ?» a-t-elle aboyé. « Ce n'est pas un tribunal. »« Non, » a dit Olivia. « Ce n'est pas un tribunal. C'est pire. C'est la famille. Et cette famille n'oublie pas la trahison. » Je me suis détournée d'eux et j'ai fait face au portrait au-dessus de la cheminée. Raymond. Il avait l'air sévère comme toujours, mais à ce moment-là, j'ai imaginé autre chose dans ses yeux. Pas de la pitié, pas de jugement, juste une approbation silencieuse. Je me suis retournée. Vous avez peut-être encore le titre de propriété. Vous vivez peut-être encore dans cette maison, mais à partir de demain, ai-je dit, chaque porte de l'héritage que vous avez essayé de détourner sera verrouillée. Cassandre a répliqué. Tu n'as pas à décider de ça. Olivia a incliné la tête. Vous avez raison. Ce n'est pas elle. Puis elle a sorti une enveloppe scellée, épaisse, avec un rabat doré en relief. Mais le conseil d'administration de la fiducie familiale Moreau, oui. Étienne a cligné des yeux. Quoi? L'audio, les signatures falsifiées, la fraude psychiatrique, la mort mise en scène. Tout a été soumis ce matin, a dit Olivia. D'ailleurs, Arthur Bellamy l'a signé personnellement. J'ai laissé les mots s'installer. Personne n'a parlé. Jusqu'à ce que je me penche en avant et que je chuchote, presque gentiment. Ne vous inquiétez pas, je ne porterai pas plainte. Leurs yeux se sont levés, incrédules. J'ai souri. Parce que la prison, ai-je dit doucement, serait miséricordieuse. Mais vivre dans la maison d'un homme que vous avez essayé d'effacer, en sachant qu'il a tout laissé à la femme que vous avez qualifiée de vieille et inutile, ça, c'est la justice. Et sur ce, j'ai ramassé l'enregistreur, l'ai mis dans mon sac à main et je suis sorti. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'en avais pas besoin. Ils entendraient ma voix longtemps après mon départ. Le véritable pouvoir de cet enregistrement ne résidait pas dans sa valeur juridique, mais dans sa capacité à détruire le dernier rempart qui protégeait Étienne, l'illusion qu'il était une victime des circonstances, manipulée par Cassandre. Sa propre voix, froide et calculatrice, le confrontait à sa pleine participation. Il ne pouvait plus se cacher. La réaction de Cassandre était prévisible, chercher une faille juridique, attaquer la validité de la preuve. Elle fonctionnait toujours en termes de stratégie, incapable de comprendre que cette bataille se jouait sur un terrain qu'elle ne maîtrisait pas, celui de la morale et de la mémoire. Ma décision de ne pas porter plainte n'était pas un acte de pardon. C'était le coup le plus cruel que je pouvais leur porter. La justice pénale leur aurait offert un cadre, une peine définie, une fin. Je leur offrais une condamnation à perpétuité dans leur propre culpabilité, une prison dorée où chaque objet, chaque pièce, chaque portrait leur rappellerait leur trahison. Ils avaient voulu l'héritage matériel, et c'est tout ce qu'il leur resterait. Une coquille vide, un nom sans honneur, et le souvenir d'une mère qu'ils avaient échoué à faire taire. C'était une justice lente, silencieuse, et infiniment plus dévastatrice. La bouche d'Étienne était toujours ouverte, comme s'il n'avait pas encore réalisé que je l'avais de nouveau abandonné. Mais cette fois, je ne m'étais pas enfui. Je ne m'étais pas caché. J'avais simplement laissé le silence faire ce qu'il fait de mieux, s'infiltrer dans les fissures d'une conscience coupable et les élargir jusqu'à ce que toute la fondation se brise. J'étais de retour dans mon ancienne chambre à l'étage, la pièce que personne n'avait osé toucher après mon départ. C'est drôle comme l'absence les avait finalement amenés à respecter un espace. Je me suis assise près de la fenêtre que Raymond avait installée lui-même, regardant l'eau. La même eau dans laquelle Étienne avait essayé de m'ensevelir. On a frappé à la porte. Ce n'était pas timide. C'était désespéré. Maman, la voix d'Étienne. Je n'ai rien dit. S'il te plaît, a-t-il réessayé. On peut parler. J'ai ouvert la porte juste assez, non par chaleur, mais par choix. Il est entré plus lentement que je ne l'avais jamais vu marcher. Il paraissait plus vieux que ses 40 ans. Ce n'était plus le garçon qui essayait trop fort d'impressionner son père. Juste un homme, dépouillé de ses excuses. J'ai tout gâché, a-t-il commencé. Non, ai-je dit. Tu as planifié. Il a tressailli. Cassandre n'était pas avec lui. Elle ne le serait pas. Elle était probablement au téléphone, essayant de sauver ce qui restait de l'empire financier construit sur de la fumée et des documents falsifiés. Étienne s'est assis au bord du lit, comme il le faisait quand il était malade enfant et que je lui lisais des histoires. Est-ce que tu vas aller à la police? J'ai secoué la tête. Il a levé les yeux. Espoir?
Non, suspicion. Je ne porterai pas plainte, ai-je dit clairement. Je ne cherche pas le sang. Il a expiré. Mais Étienne, ai-je continué, tu ne fais plus partie de cette famille. Son souffle s'est coupé. Tu n'es plus un Moreau. Non pas parce que tu as essayé de me tuer, mais parce que tu as tué quelque chose de bien pire. Ses lèvres tremblaient. Qu'est-ce que tu veux dire? Je me suis levé. Tu as tué la confiance. Tu as tué l'héritage. Tu as essayé d'enterrer la femme qui t'a tout donné, y compris son silence, parce que tu pensais que son calme signifiait de la faiblesse. Je lui ai tendu un document, non pas légal, mais personnel. Une lettre de Raymond, datée de 6 semaines avant sa mort. Il y écrivait « Si je pars le premier, protège Yvonne. Et si jamais Étienne choisit la cupidité plutôt que le sang, ne le protège pas. Laisse la vérité éclater. » Des larmes ont rempli les yeux d'Étienne. Mais les miens sont restés secs. Il a de nouveau levé les yeux. Alors c'est ça. C'est tout. Il s'est levé. Donc je perds la maison, les actions. Tu perds le nom. Il a reculé comme si ce coup était plus dur que n'importe quelle prison. Je me suis approché. Pas avec colère, mais avec finalité. Tu peux te construire un nouveau nom, ai-je dit doucement. Ou passer le reste de ta vie à regretter celui que tu as perdu. Il s'est couvert le visage de ses mains. J'ai attendu une seconde. Puis je me suis retourné. Je ne cherche pas la vengeance, ai-je ajouté. Ce n'est pas une rétribution. C'est une restauration. Il y a une différence. Il ne m'a pas suivi quand je suis parti. Il n'a pas appelé après moi. Il ne s'est pas jeté à genoux pour me supplier. Il est juste resté assis là avec la lettre et la réalisation que la pire punition n'était ni la mort ni la prison. C'était de savoir que sa mère avait survécu et avait quand même choisi de le laisser derrière. La dernière chose que j'ai entendue était le faible bruit de la porte d'entrée se refermant derrière moi. Je n'ai pas regardé en arrière, non pas que la tentation n'y était pas, mais parce que regarder en arrière est pour ceux qui attendent encore que quelque chose change. Et j'avais fini d'attendre. Cette confrontation n'était pas une négociation. C'était une sentence. En lui disant qu'il n'était plus un Moreau, je ne le déshéritais pas seulement financièrement. Je le coupais de son histoire, de son identité, de la seule chose que son argent ne pourrait jamais acheter. Le nom Moreau, pour Raymond, n'était pas un label de richesse, mais un symbole d'intégrité, de travail acharné et de loyauté familiale. Étienne l'avait vidé de sa substance pour n'en garder que le prestige. En le lui retirant, je ne faisais que rendre le nom à son véritable propriétaire, la mémoire de son père. La lettre de Raymond était le sceau final. Ce n'était pas seulement ma décision, c'était aussi sa volonté. Il avait vu la faille en Étienne, cette faiblesse morale que j'avais refusé de voir, aveuglé par l'amour maternel. En me laissant cette lettre, il m'avait donné la permission de faire ce qui était juste, et non ce qui était facile. Laisser Étienne seul dans cette chambre, c'était le laisser seul avec les fantômes de ses choix. Le fantôme de son père, le fantôme de la confiance qu'il avait détruite, et le fantôme de la mère qu'il avait perdue, non pas à cause de la mort, mais à cause de ses propres actions. C'était la restauration que je cherchais. Restaurer l'honneur du nom de Raymond et restaurer ma propre dignité en refusant d'être défini par la trahison de mon fils. Les nuages étaient bas sur la côte ce matin-là, gris, lourds, empreints d'une sorte de tristesse fatiguée. Cela correspondait au sentiment qui habitait ma poitrine depuis le jour où Étienne avait murmuré « Va dire bonjour au requin ». Il me restait un dernier arrêt avant de clore ce chapitre. Un endroit dont Étienne ne se souviendrait pas, mais dont je me souvenais. C'était un petit parc communal dans la vieille partie de la ville. Rien de grandiose, juste une balançoire rouillée, un tape-cul cassé et une fresque délavée peinte par les enfants du quartier bien avant que le nom Moreau ne signifie quoi que ce soit pour nous. Et pourtant, ce lopin d'herbe avait un jour contenu un monde de joie. Je me suis assise sur le même banc en bois qu'il y a plus de 30 ans, pour le 5e anniversaire d'Étienne. Nous n'avions pas d'argent cette année-là. Raymond était entre 2 emplois et l'électricité avait été coupée 2 fois ce mois-là. Mais j'avais réussi à rassembler assez pour faire un gâteau maison avec des bonbons à la gélatine à la place des bougies. Je me souviens du visage d'Étienne quand il l'a vu. La façon dont il a applaudi et crié « Il est parfait, maman !» Et je lui avais promis alors « Peu importe la taille du monde, peu importe que nous soyons riches ou pauvres, maman sera la première personne que tu verras chaque matin. Je ne disparaîtrai jamais. » Je le pensais. Chaque mot. Mais la vie ne fait pas que nous éloigner des gens. Elle les pèle, une couche à la fois. Et avant que vous ne vous en rendiez compte,
vous n'êtes plus la première personne qu'ils voient. Vous êtes celle dont ils ne se souviennent que lorsqu'ils ont besoin de signature. J'ai sorti de la poche de mon manteau une photo froissée. La même fête d'anniversaire. Étienne avait de la confiture sur le nez. Je riais, la bouche grande ouverte, la tête renversée en arrière. J'avais l'air heureuse. Pas parfaite, pas apprêtée, juste réelle. J'ai passé mon pouce sur l'image, puis je l'ai pliée une fois soigneusement et je l'ai placée à l'intérieur du vieux creux de l'arbre voisin, celui qu'Étienne appelait la « boîte aux lettres secrètes ». Il y fourrait ses dessins pour le facteur des gnomes. Il n'avait pas pensé à cet arbre depuis des décennies, mais moi si. J'ai murmuré une dernière chose au vent. J'ai tenu ma promesse aussi longtemps que tu me l'as permis, Étienne. Maintenant, je tiens une promesse que je me suis faite à moi-même. Je me suis levée, j'ai essuyé la rosée qui s'était accumulée sous moi sur le banc et je suis retournée lentement vers la rue. Je ne pleurais pas, non pas que ça ne faisait pas mal. Ça faisait mal, mais le deuil n'était plus aux commandes. C'était moi. Je n'avais plus besoin d'être le premier visage qu'Étienne voyait. Je n'avais plus besoin d'être le plan de secours, le contact d'urgence, ou le portefeuille déguisé en amour maternel. J'étais Yvonne Moreau, une mère, pas une ombre. Et aujourd'hui, pour la première fois depuis des décennies, je me choisissais moi-même. Ce retour au parc n'était pas un pèlerinage de la nostalgie, mais un acte de clôture. Je n'étais pas là pour revivre le passé, mais pour le libérer. La promesse que j'avais faite à cet enfant de 5 ans était sincère, mais elle était aussi basée sur une innocence que la vie avait depuis longtemps érodée. J'avais tenu ma part du marché, mais il avait rompu la sienne de la manière la plus brutale qui soit. En laissant la photo dans le creux de l'arbre, je ne laissais pas seulement un souvenir, mais aussi le fardeau de cette promesse. Ce n'était plus à moi de la porter. C'était un adieu silencieux non pas à mon fils, mais à la version de moi-même qui s'était définie uniquement par son rôle de mère. Cette femme avait tout donné, jusqu'à s'oublier elle-même. La femme qui quittait le parc aujourd'hui était différente. Elle était blessée, certes, mais elle était aussi entière. Elle avait redécouvert sa propre valeur, indépendamment de l'approbation ou de l'amour de son fils. La tristesse qui m'accompagnait n'était pas amère. C'était une tristesse propre, purificatrice, celle qui vient quand on accepte une perte irrévocable. J'avais perdu un fils, mais dans le processus, j'avais retrouvé une personne que j'avais négligée pendant bien trop longtemps, moi-même. Et cette retrouvaille valait bien plus que tout l'empire qu'il avait essayé de me voler. Pendant longtemps, je n'ai pas pu me résoudre à regarder l'enfant, non pas qu'il ait fait quoi que ce soit de mal, mais à cause de ce qu'il représentait à mon insu. J'avais vu sa photo sur une cheminée une fois, des mois avant le yacht. Encadré en argent sterling, parfaitement éclairé. Un bébé enveloppé dans un cachemire doux avec un nom si soigneusement choisi pour paraître prestigieux, générationnel, solide. Elias Raymond Moreau. Ce deuxième prénom n'était pas une coïncidence. C'était un calcul, une arme. L'histoire qu'il racontait au monde était impeccable. Cassandre et Étienne, le couple en or, enfin béni d'un enfant, un héritier légitime, un héritage renaissant. Mais la vérité avait des dents. Tout a commencé par un murmure entre eux. Je n'étais pas censé l'entendre. À l'époque où je restais encore parfois dans la maison d'amis, avant que le dédain ne se transforme en rejet total, je les ai entendus parler. Un soir, sur la véranda. J'étais sortie pour arroser les roses et je me suis figée lorsque la voix de Cassandre a fendu l'air, basse et tranchante. « Ta mère ne meurt pas assez vite », a-t-elle dit. Étienne a répondu. « Alors nous avons besoin d'un levier. Quelque chose. Qui nous place en tête des fiduciaires, peu importe ce qu'elle signe ou non. » Cassandre n'a pas hésité. « Nous avons besoin d'un héritier. » Une semaine plus tard, j'ai remarqué des documents médicaux sur le comptoir de la cuisine. Pas les siens, pas ceux d'Étienne, un nom différent, un numéro de profil anonyme. Puis sont venus les changements. Des appels téléphoniques fréquents, des rendez-vous avec des spécialistes, des consultations juridiques avec des avocats de famille que je ne reconnaissais pas. Et puis, comme par magie, il y a eu une annonce de naissance. Mais il n'y avait ni grossesse, ni chevilles enflées, ni envie, ni éclat, juste un enfant apparaissant comme un pion déplacé sur l'échiquier au moment exact. Plus tard, j'ai appris toute l'étendue de l'affaire grâce à Olivia, qui a retracé les dossiers une fois qu'elle a commencé à creuser. Cassandre avait utilisé une agence de gestation pour autrui sous un nom de société écran. L'embryon avait été créé par FIV, soigneusement sélectionné pour la continuité de la lignée et implanté chez une femme venue de l'Ohio. La femme avait signé un accord de confidentialité en béton.
Le bébé faisait partie d'une stratégie juridique conçue pour cimenter Cassandre et Étienne en tant que contributeurs actifs à l'héritage familial. Un enfant comme preuve de stabilité, de permanence, de devoir dynastique. Mais ce qui me hantait, ce n'était pas la manipulation. C'était la prise de conscience qu'ils avaient mis une âme au monde, non par amour, mais pour justifier un crime. Après avoir tout exposé à Olivia, elle m'a demandé doucement, « Que ferez-vous pour l'enfant ?» Je n'ai pas pu répondre alors. Je ne savais pas. Comment réconcilier l'innocence d'un bébé avec l'agenda impitoyable de ceux qui l'ont créé? Mais aujourd'hui, debout devant cette même photo encadrée, j'ai senti la réponse monter en moi comme la marée. On sépare l'enfant du péché. On lui donne un nom non entaché par la cupidité. On le protège de l'histoire que ses parents ont essayé de lui imposer. Et surtout, on ne le laisse jamais devenir un autre outil. Quand Étienne avait murmuré « Va dire bonjour au requin », je croyais que je laissais tout derrière moi. Mais ce n'était pas le cas. Pas entièrement. Il restait un fil qui valait la peine d'être sauvé. Non pas parce qu'il pouvait réparer ce qu'ils avaient brisé, mais parce qu'il méritait de savoir qu'il n'avait jamais été le problème. Il était la preuve que même au milieu de la pourriture, quelque chose de réel pouvait encore prendre racine. Pas un héritage, pas un titre, juste un garçon. Un qui grandirait et poserait un jour des questions. Et quand ce jour viendrait, je voulais être celle qui aurait le courage de lui dire la vérité, non pas avec amertume, mais avec clarté. Parce que chaque histoire mérite une correction de cap, même celles écrites dans le sang et la trahison, surtout celle-là. L'existence d'Elias était la partie la plus complexe de cette tragédie. Il était le produit d'un cynisme absolu, une vie conçue comme un actif dans un portefeuille. Pourtant, il était aussi la seule chose pure et innocente dans toute cette affaire. Le regarder, même en photo, était à la fois douloureux et étrangement apaisant. Douloureux, car il me rappelait la profondeur de leur dépravation. Apaisant, car son innocence était une lueur d'espoir dans l'obscurité. Ma responsabilité envers lui était claire. Je ne pouvais pas être sa grand-mère au sens traditionnel du terme. Je ne pouvais pas faire partie de sa vie quotidienne, car cela signifierait tolérer la présence de ses parents. Mais je pouvais être une gardienne silencieuse. Je pouvais m'assurer que l'héritage de Raymond, une fois restauré, le protégerait lui aussi. Je pouvais m'assurer qu'il aurait accès à la vérité un jour, une vérité qui ne le détruirait pas, mais qui l'armerait contre les mensonges sur lesquels sa naissance avait été fondée. Mon combat n'était plus seulement pour mon propre nom, mais aussi pour le sien. Je devais nettoyer le nom Moreau non seulement de la tâche de la trahison d'Étienne, mais aussi du péché originel de la naissance d'Elias. Il méritait un héritage propre, un nom dont il pourrait être fier, non pour sa valeur monétaire, mais pour les principes d'intégrité qu'il représentait. Je n'ai pas repris la fortune. Je n'ai pas gardé le domaine, les voitures, le portefeuille, ni la maison tentaculaire remplie de meubles de créateurs que je n'avais jamais choisis. J'ai tout laissé derrière moi, non pas comme un acte de reddition, mais comme une déclaration. J'ai choisi la paix. Le cottage que j'ai trouvé se trouvait tranquillement le long de la côte balayée par les vents, à seulement 30 minutes de chez Michel. Il n'était pas grandiose, juste 2 chambres, des volets blancs et une terrasse enveloppante face à l'océan. Quand j'ai signé les papiers, l'agent immobilier m'a regardé comme si je me contentais de peu. Mais pour moi, c'était plus que suffisant. Il avait une boîte aux lettres bleues écaillées qui grinçait quand on l'ouvrait, un jardin déjà envahi de romarin et de lavande, un perron usé par les années de quelqu'un d'autre. J'aimais ça. J'aimais l'épreuve de vie. Le premier matin, j'ai préparé du thé dans une théière en céramique que j'avais trouvée dans une brocante locale, de l'heure le grette avec une pointe de vanille. L'air sentait le sel et le jasmin. J'ai enroulé un châle autour de mes épaules, je me suis assise sur la balancelle du porche et j'ai regardé l'horizon se fondre dans le ciel. Personne n'a appelé, et pour la première fois depuis très longtemps, ce silence ne faisait pas mal. Il apaisait. J'ai déballé lentement. Il n'y avait pas grand-chose, juste quelques cartons. J'avais laissé derrière moi les grands portraits, les antiquités, les récompenses encadrées d'argent dont Étienne se vantait. Ce que j'ai gardé tenait dans le coffre de ma voiture, quelques livres de cuisine, le stylo-plume préféré de Raymond, une photo craquelée d'Étienne Bambin avec du glaçage sur le nez, et un album en cuir usé rempli d'années de souvenirs, certains trop lourds à regarder pour l'instant. J'ai placé cet album près de la fenêtre où la lumière frappait doucement l'après-midi. Il ne méritait pas d'être caché. Il avait tout contenu un jour. Le soir, j'écrivais. Pas des emails, pas des rapports, juste des pensées, des réflexions, de petits fragments de ce qui avait été et de ce qui pourrait encore advenir. Parfois, je recopiais des poèmes que j'avais aimés autrefois,
mais que j'avais oublié dans le tourbillon de mes efforts pour être tout pour tout le monde. Aimer et se taire est une forme de pouvoir, ai-je écrit un soir. Je n'avais plus besoin d'être bruyante, ni visible, ni nécessaire. J'avais seulement besoin d'être. Michel venait me voir tous les dimanches. Il apportait des provisions que je n'avais pas demandées et des histoires dont je ne savais pas que j'avais besoin. Il ne se plaignait jamais, ne posait jamais de questions sur Étienne ou les conséquences. Il s'asseyait simplement à côté de moi avec une deuxième tasse de thé et laissait le silence nous envelopper tous les deux. Un après-midi, il a apporté un petit nécessaire de calligraphie et a dit « Je pensais que vous aimeriez écrire de la beauté pour vous-même maintenant. » Cela m'a fait rire. Mais le lendemain, je l'ai ouvert. Ma première tentative était maladroite, mais la seconde m'a semblé être une respiration pleinement exhalée. J'ai commencé chaque matin après cela avec de l'encre et de l'intention. Une phrase ici, une ligne là, pas pour l'exposer, juste pour l'âme. Le cottage a commencé à me refléter. Non pas qui on attendait que je sois, mais qui j'étais tranquillement devenue au fil des années de survie. Plus Madame Moreau, ni la veuve de Raymond, ni la mère d'Étienne. Juste Yvonne, une femme qui avait traversé le feu et appris à s'asseoir au bord de la mer sans amertume. Une femme qui ne portait plus le poids d'un nom qui avait trop exigé et trop peu donné en retour. J'ai reçu une lettre une fois, des mois plus tard. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur, une photo d'Elias, le bébé. Il avait de grands yeux, la même inclinaison du menton qu'Étienne à cet âge, griffonné en dessous en lettres capitales. Il aime l'océan. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement souri, placé la photo dans l'album près de la fenêtre et murmuré « Bien ». Parfois, la guérison n'arrive pas dans de grands moments. Parfois, elle vient tranquillement, à travers l'encre sur le parchemin, à travers la lavande qui pousse à l'état sauvage, à travers la simple décision de faire du thé le matin sans attendre que quelqu'un le demande. Je n'avais pas tout perdu. J'avais laissé partir ce qui n'avait jamais été à moi pour commencer. Et ce faisant, j'avais enfin trouvé quelque chose de précieux. Pas la vengeance, pas la justice, juste la paix. En renonçant à la fortune, je ne renonçais pas à mon pouvoir. Au contraire, je le redéfinissais. Le pouvoir n'était plus dans le contrôle des actifs, mais dans le contrôle de ma propre vie. Le cottage n'était pas un lieu de retraite, mais un lieu de renaissance. Chaque objet que je choisissais, chaque rituel que j'établissais, était un acte de réappropriation de moi-même. J'apprenais à vivre non pas en réaction aux autres, mais en accord avec mes propres désirs, mes propres besoins. Le silence n'était plus un signe de soumission, mais un espace de création. L'écriture, la calligraphie, le jardinage, c'étaient des façons de réinscrire mon existence dans le monde, non pas à travers des documents financiers, mais à travers des actes de beauté et de contemplation. La visite de Michel était un rappel constant qu'il existait une autre forme de loyauté, une loyauté basée sur la simple présence et le respect mutuel, sans attente ni transaction. Il ne cherchait rien de moi, et c'est précisément pour cela que sa compagnie était si précieuse. La photo d'Elias était un pont ténu vers l'avenir, un signe que même dans les ruines, la vie continuait. Je n'avais pas besoin de faire partie de sa vie pour lui envoyer de l'amour. La paix que je trouvais n'était pas un état passif, mais un choix actif, renouvelé chaque jour. Le choix de regarder la mer non pas comme le lieu de ma mort, mais comme le témoin de ma résurrection. Elle est arrivée dans une enveloppe blanche ordinaire. Pas de nom sur le devant, juste mon adresse écrite en lettres capitales, presque enfantine, comme si quelqu'un avait pris soin de ne pas être reconnu. À l'intérieur se trouvait un morceau de papier épais plié et un mot. Court, doux. Chère Yvonne, j'ai pensé que vous aimeriez voir ce qu'Elias a fait en atelier d'art. Il m'a demandé de vous l'envoyer. Chaleureusement, Carole. Carole, bien sûr. Elle avait toujours été douce, avec des mains qui ne laissaient jamais tomber une assiette ni n'élevaient la voix. C'était elle qui avait bordé Étienne quand je travaillais encore de nuit au restaurant. Et maintenant, il semblait qu'elle faisait de même pour son enfant. J'ai déplié le papier. C'était un portrait au crayon de cire, tout en tourbillon et en couleurs douces, désordonné comme seuls les enfants savent le faire, mais indéniablement sincère. Au centre se trouvait une femme, ni jeune, ni fragile, des cheveux gris argentés, un long gilet bleu marine, un sourire doux, et quelque chose dans les yeux, large, chaleureux, calme. L'arrière-plan était bleu océan, une chaise derrière elle, une fenêtre, une tasse sur la table. Il m'avait dessiné. J'ai tenu le dessin un instant, puis j'ai remarqué le titre griffonné en bas au crayon orange, en majuscule. La dame calme qui m'a fait un câlin. En dessous,
Une phrase clairement dictée par un enfant et écrite par une main d'adulte. Elle avait le cœur le plus calme. J'avais l'impression de ne pas avoir besoin de parler, juste de m'asseoir. J'ai fixé le dessin, non pas avec des larmes, mais avec quelque chose de plus profond, quelque chose qui faisait mal et guérissait en même temps. Elias se souvenait. Il se souvenait de cet après-midi sur la terrasse quand Michel l'avait amené, prétendant que c'était pour une course rapide, et comment le garçon s'était blotti dans mes bras comme s'il y appartenait. Sans histoire, sans peur. Juste une acceptation tranquille. Je n'avais pas beaucoup parlé ce jour-là. Je l'avais juste tenu pendant qu'il regardait autour du cottage. Ses petits doigts jouant avec les pompons de mon châle. Il n'a pas demandé qui j'étais. Il n'en avait pas besoin. Les enfants savent qui est sûr. Ils n'ont pas besoin de titres, de lignées ou d'explications. Ils ressentent la vérité. Et parfois, c'est suffisant. J'ai placé le dessin à côté de mon nécessaire de calligraphie, en faisant attention de ne pas tacher les coins. Le soleil filtrait à travers les rideaux, projetant une lumière chaude sur la table. Dans le silence, je l'ai imaginé en train de colorier, choisissant chaque crayon avec une pensée profonde et sérieuse, comme si cela avait de l'importance, parce que pour lui, c'en avait. Un enfant ne dessine pas ce qui n'a pas d'importance. Je me suis versé une tasse de thé. Jasmin et menthe aujourd'hui. J'ai laissé la chaleur s'installer dans mes paumes. Aucune réponse n'était nécessaire. Carole savait. Si elle l'avait envoyé, cela signifiait qu'elle comprenait le risque et l'avait quand même pris. Il n'y avait pas d'adresse de retour, pas de trace numérique, juste un moment de quiétude partagé passé d'une âme à l'autre. Une partie de moi voulait répondre, dire merci, renvoyer quelque chose, mais je ne l'ai pas fait. Non pas que je ne m'en souciais pas, mais parce que le moment n'avait pas besoin d'être dérangé. Le garçon grandirait. Peut-être oublierait-il les détails de ce câlin, la sensation de mes bras, l'odeur de lavande dans mon pull. Mais quelque chose resterait. Une douceur, une forme dans sa mémoire qui lui rappellerait. Tous ceux qui disparaissent n'arrêtent pas de vous aimer. Certains partent parce qu'ils le doivent. Parce que rester signifierait devenir quelque chose qu'ils ne sont pas. Parce que le silence est parfois le dernier fil de dignité auquel nous nous accrochons quand tout le reste a été pris. J'ai passé mes doigts sur l'écriture de l'enfant une dernière fois. Le cœur le plus calme. On ne m'avait jamais décrite ainsi auparavant. Ni dans les affaires, ni dans le mariage, ni même en tant que mère. Mais peut-être, juste peut-être, dans ce bref instant, j'étais devenue la femme que j'étais censée être. Pas pour mon fils ou mon défunt mari ou l'héritage du non-moraux, mais pour un enfant né dans une tempête qu'il n'avait pas choisie, et qui, juste pour un après-midi, avait trouvé l'œil de cette tempête sur mes genoux. J'ai replié le dessin, les placé dans une boîte en bois sous mon lit avec quelques lettres de Raymond et les fiches de recettes de ma mère. Des choses que je n'exposerai pas, mais que je ne pouvais pas non plus laisser partir. Tout n'a pas besoin d'être dit. Certains amours survivent mieux dans des endroits silencieux. Comme un dessin glissé dans une enveloppe. Comme un câlin dont on se souvient sans nom. Comme une femme qui regarde de loin, sirotant son thé, murmurant une bénédiction que le vent emportera. Que quelqu'un l'entende ou non. Ce dessin était plus précieux que n'importe quel bijou ou titre de propriété. C'était une validation, non pas de ma valeur financière, mais de ma valeur humaine. À travers les yeux d'un enfant innocent, j'étais vue non pas comme une matriarche, une veuve ou une victime, mais comme une présence apaisante. La dame calme. C'était tout ce que j'aspirais à être maintenant. Loin des intrigues, des attentes et des trahisons, j'avais trouvé une forme de paix si profonde qu'un enfant pouvait la ressentir. Le geste de Carole était un acte de courage et de compassion discret. Elle, qui avait vu les dessous de cette famille pendant des années, avait choisi de tendre un pont de bonté à travers le fossé qui nous séparait. Elle ne prenait pas parti. Elle honorait simplement un lien humain authentique. En ne répondant pas, je protégeais ce lien. Toute communication supplémentaire l'aurait compliqué, l'aurait mis en danger. Le silence était la meilleure façon de préserver la pureté de ce moment. Ce dessin n'était pas la fin de l'histoire, mais c'était une forme de résolution. Il me montrait que même si je m'étais retirée du monde de ma famille, mon amour pouvait encore trouver un moyen d'atteindre ceux qui en avaient besoin. C'était une confirmation que la véritable héritage que l'on laisse n'est pas fait d'argent ou de biens, mais des traces de douceur que l'on sème dans le cœur des autres. Je n'ai pas coulé. Je ne me suis pas noyée. Et je n'ai pas crié. Quand ils m'ont poussé de ce yacht, ils pensaient que l'océan m'avalerait tout entière, tout comme ils avaient essayé d'effacer ma présence de leur vie. Mais je me suis relevée, non par rage, non par vengeance.
Je me suis relevée pour quelque chose de plus silencieux, de plus ferme, de plus ancien, la dignité. J'ai cru autrefois que mon rôle dans la vie était d'être le ciment, la gardienne de la paix, la fondation inébranlable sous une famille trop occupée à construire ses empires pour remarquer qu'elle se tenait sur mon dos. Je pensais que l'amour signifiait l'endurance, que le silence était le prix de l'appartenance, qu'être nécessaire était la même chose qu'être chéri. J'avais tort. J'ai été une épouse. J'ai été une mère. J'ai été le rivage stable contre des générations de tempêtes. Et maintenant, je suis simplement moi. Et j'ai appris que c'est suffisant. Vous vous demandez peut-être pourquoi je n'ai pas porté plainte, pourquoi je ne suis pas allée à la police, pourquoi je ne les ai pas traînés en justice pour arracher leur nom des pages de chaque document de fiducie, pourquoi je n'ai pas tout réduit en cendres. Parce que parfois, la déclaration la plus puissante n'est pas la destruction, c'est la libération. J'ai libéré le poids. J'ai renoncé à l'héritage. Je me suis décroché de l'héritage du contrôle, des attentes, du silence. Je n'ai pas détruit la maison. J'ai simplement franchi la porte d'entrée et j'ai emporté la clé avec moi. Les gens me demandent comment j'appelle ce que j'ai fait. La justice? Non. La justice implique la rétribution. J'appelle cela la réclamation. Je ne l'ai pas fait pour leur faire du mal. Je l'ai fait pour me souvenir de moi. Je n'ai plus de manoir, ni un nom qui ouvre les portes des salles de conseil, ni des enfants qui me paradent comme une figure de proue lors de galas de charité. J'ai du thé le matin. J'ai des pinceaux que je n'avais pas touchés depuis des décennies, maintenant à nouveau trempés dans la couleur. J'ai des lettres manuscrites de femmes comme vous. Oui, vous. Me disant que votre fille a fait la même chose. Que votre fils a disparu après le mariage. Que vos petits-enfants ne connaissent pas votre visage. Que vous êtes restée silencieuse jusqu'à ce que le silence se transforme en pierre dans votre gorge. Eh bien, écoutez ceci. Vous avez le droit d'arrêter de porter des gens qui ne vous ont jamais demandé comment allait votre dos. Vous avez le droit de parler. Et plus important encore, vous avez le droit de partir. Parce qu'être une mère n'est pas la même chose qu'être un paillasson. Je comprends maintenant. Je pensais que le silence était une force. Maintenant, je sais que la force, c'est de parler doucement mais fermement. C'est de dire « Non, j'ai terminé ». C'est de poser la tasse de thé et de ne plus jamais la reprendre quand la conversation est cruelle. Ce n'est pas de claquer la porte, mais de la fermer et de la verrouiller de votre côté. C'est de se choisir soi-même après des décennies où l'on vous a dit que c'était égoïste. Et si mon histoire éveille quelque chose en vous, si vous aussi avez été jeté par-dessus bord, si votre nom a été effacé de la conversation de groupe familial, si votre place à la table de fête a été remplacée par l'ambition de quelqu'un d'autre, je veux que vous sachiez ceci. Vous n'êtes pas folle. Vous n'êtes pas amère. Vous ne réagissez pas de manière excessive. Vous êtes en train de vous éveiller. Vous êtes la tempête la plus calme qu'il n'ait jamais vue venir. Et avant de clore ce chapitre, permettez-moi de vous demander, pensez-vous que j'ai eu tort? Dites-moi où vous vous seriez tenu. Auriez-vous attendu les secours, supplié pour un canot de sauvetage, ou auriez-vous appris à nager? Si vous avez déjà été poussé du yacht de votre famille, littéralement ou métaphoriquement, laissez un commentaire. Faites savoir au monde que vous n'avez pas coulé non plus. Laissez quelqu'un d'autre voir votre voix et réalisez qu'il n'est pas seul. Parce que vous ne l'êtes pas. Nous sommes une armée silencieuse. Nous ne crions pas. Nous ne complotons pas. Nous nous relevons simplement. Et quand la marée montera la prochaine fois, nous serons sur le rivage, non pas à attendre, mais à regarder. Calme, entière, libre.